Salut la Pifiou, ici Kit Charlemagne, Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast que j'ai intitulé La littérature est un sport de combat. Non pas en croyant être original, pas à ce point-là, au point d'être original sur le titre, mais en croyant que je ne faisais là qu'une référence un peu marginale, un documentaire que j'ai vu assez récemment et qui date maintenant d'il y a 20 ans. Et en fait, je découvre que cette expression, elle est complètement éculée, quoi. Limite banal, c'est limite devenu une espèce de poncif d'édition. En tapant l'expression, parce que je voulais voir s'il n'y avait pas même dans le documentaire auquel je faisais référence, s'il n'y avait pas déjà une référence à quelque chose avant, peut-être une expression ancienne, à un autre art, je découvre mais une quantité d'œuvres qui portent ce titre, c'est incroyable, et qui touche à tellement de domaines. Donc le documentaire auquel je fais référence, c'est un documentaire sur Pierre Bourdieu, de 2001, qui s'appelle La sociologie est un sport de combat. Euh, Référence en fait à une expression que Bourdieu emploie lui-même, une image qu'il emploie lors d'une interview à la radio. Pierre Bourdieu, le sociologue, je vous renvoie à un podcast que j'ai consacré à un ouvrage consacré à Pierre Bourdieu par un auteur qui est l'un d'entre nous qui écoute les podcasts avec qui je me suis entretenu, que j'ai interviewé, qui est Henri de Montvalier. Donc voilà, si vous voulez connaître un peu Bourdieu, j'introduis un petit peu le personnage avec d'autres vidéos. Et donc voilà, il y a donc cette émission de radio, Pierre Bourdieu dit que la sociologie est un sport de combat. Et donc moi, je voulais appeler ce podcast La littérature est un sport de combat. Je vais expliquer dans un instant pourquoi, et puis bah, on va se lancer dans la discussion. Mais le titre, je ne savais pas que la formule était autant utilisée. C'est incroyable. Alors j'ai trouvé, hein, la parole est un sport de combat, ce qui est pas loin de la sociologie de la littérature, quoi. Ok, la parole est un sport de combat, donc c'est un livre. J'ai trouvé la politique est un sport de combat. Bon, ça, pareil, finalement, on n'est pas si étonné que ça, hein. On sait que la politique, c'est violent. On se rappelle même, littéralement, hein, la métaphore est illustrée par cette séquence devenue culte, d'ailleurs qui est beaucoup repassée suite à son décès, où Bernard Tapie face à Jean-Marie Le Pen, juste avant en fait l'interview, enfin leur confrontation, l'animateur sort des gants de boxe et dit que du coup, eux deux, comme ça punch, voilà, ça va être un match de boxe. Donc ok, donc la politique est un sport de combat, la parole est un sport de combat, mais ça continue. Il y a la littérature est un sport de combat. Vous voyez, en plus, même la littérature est un sport de combat, c'est déjà pris, hein. Donc il y en a peut-être qui vont croire que ce podcast chronique ce livre, qui est assez récent apparemment, alors qu'en fait pas du tout. Mais il y a bien un livre qui s'appelle La littérature est un sport de combat. Mais alors, ça va plus loin. Il y a L'architecture est un sport de combat, comme livre. L'architecture est un sport de combat. Alors là, je commence un petit peu à perdre l'image, la notion. Mais bon, voilà. De même que la littérature est un sport de combat, pour certains ça semblera peut-être incongru, un peu bizarre et nécessite des explications. Bon bah peut-être qu'il y a une très bonne raison de dire que l'architecture est un sport de combat, hein. Je commets la même erreur moi-même en étant dubitatif que ceux qui douteraient que la littérature est un sport de combat. Bon, il y a le handball est un sport de combat. Bon là au moins on peut dire que c'est un sport, maintenant de combat, à la base non. Bref, c'est fou le nombre d'ouvrages qui s'appellent est un sport de combat. Je pense que bientôt on aura une autobiographie de Rocco Siffredi qui s'appellera Le porno est un sport de combat, je ne sais pas, où on aura Être youtubeur est un sport de combat. Ah, écoutez, bon, bah voilà. Donc, bon, bah la littérature est un sport de combat. C'est ainsi que je nomme ce podcast. Euh, L'occasion, donc oui, pour moi, de revenir à travers cette expression sur ce que j'estime être peut-être un des clichés ou des idées reçues les plus tenaces sur la littérature. Euh, Peut-être plus encore la littérature classique d'ailleurs. Mais je ne sais pas, ça se trouve, je me trompe, hein. Je ne suis pas complètement sûr, ça se trouve, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires peut-être, hein, certains vont me dire, mais Kid, jamais personne n'a pensé ce que tu dis de la littérature, mais n'importe quoi, c'est toi pour le coup qui te faisais une idée, on n'a jamais pensé ça, ou personne n'a jamais pensé ça, non, c'est pas ce que j'ai entendu à l'école, non, c'est pas ce qu'on dit, je ne sais pas. Moi en tout cas, j'ai l'impression, j'ai plusieurs fois eu l'impression, euh, voilà, de ça. Ce cliché dont je soupçonne l'existence, il vient forcément de l'ignorance, hein. Généralement, tous les clichés viennent de l'ignorance, forcément. Et cette ignorance, en fait, s'attache à des images, à des stéréotypes qui ont pu être construits comme ça, voilà, qui peuvent aussi avoir une origine parfois réelle, hein. C'est-à-dire que
de par des légendes, des images un peu d'Épinal, des figures marquantes d'un art ou d'un domaine, eh bien voilà, on s'attache au peu qu'on connaît et on le généralise. Et du coup, de certains écrivains, et même de plusieurs, voire de beaucoup, ont pu en fait émaner comme ça certains clichés, se construire une image. Peut-être d'après des gens comme Proust et Baudelaire, qui sont parmi vraiment les méga stars de notre culture littéraire, euh, il y a cette image en fait de l'écrivain qui est quelqu'un de malade déjà. Vous savez, la mauvaise santé de l'écrivain. C'est la personne voilà, un peu souffreteuse, asthmatique comme Proust ou syphilitique comme Baudelaire, qui a des douleurs, qui ne peut pas travailler vraiment, hein, qui ne peut pas faire un métier physique ou manuel, qui est un peu mal propre comme ça à l'activité, qui est toujours renfermée, un peu souffreteuse, limite moribonde. Voilà, donc il y a déjà en fait associé à la figure de l'écrivain, d'autant plus que c'est une figure d'intellectuel, donc c'est la tête qui fonctionne, le reste pas forcément. On peut avoir l'image d'un être infirme ou faible, voire débile, hein, débile au sens large et plus étymologique du terme, hein, au sens de faiblesse. Alors vous voyez, c'est marrant parce que débiles intellectuellement, ils sont tout le contraire, ils sont très intelligents, mais en revanche, on leur associe une débilité physique. Donc il peut y avoir déjà en fait tout cet aspect physique lié à la faiblesse, donc forcément qui n'inspire pas vraiment la lutte, le combat. Et donc cette image liée à la faiblesse physique, qui en plus est loin d'être fondée la plupart du temps, hein, euh, eh bien, est associée à un manque forcément de courage ou de vaillance, hein, ou de bravoure, qui est à l'opposé de la réalité des personnages, mais même de ce que réellement requiert l'activité qu'ils font, leur métier, leur vocation. Parce que précisément, et on va le montrer dans ce podcast, être écrivain, c'est tout sauf être faible, en tout cas surtout pas mentalement et psychologiquement, et ça demande un réel courage. C'est pas pour les fragiles, c'est moins qu'on puisse dire. Le monde intellectuel, c'est pas du tout pour les fragiles. Et ça demande voilà, un réel courage, vous voyez, courage intellectuel, on parle de courage intellectuel, qu'on oppose parfois, alors qu'on peut cumuler les deux, hein, au courage physique. Donc là, évidemment, il va beaucoup s'agir de courage intellectuel, qui est en fait le courage de ses opinions, le courage de dire ce qu'on pense, le courage de l'assumer, euh, quelles qu'en soient les conséquences, hein, jusqu'aux conséquences justement physiques, mais voilà, ne serait-ce qu'aux conséquences sociales, de réputation, de carrière. Les écrivains, plus que bien d'autres, doivent porter leurs couilles. Et oui, un écrivain, ça doit montrer que ça a des couilles. Et même les écrivaines, hein, les écrivains de demoiselles, hein, même pas que George Sand, eh bien, voilà, doivent, pour s'affirmer et pour défendre leurs idées et rendre coup pour coup, montrer qu'ils ont des couilles, porter leurs couilles, avoir le courage de leurs opinions, de leurs idées, de leur positionnement esthétique, et voire même être bagarreur en fait. C'est-à-dire ne même pas attendre que ça frappe en face, d'être toujours en position défensive ou de riposte, mais être dans l'offensive, dans l'attaque. Et pour certains, leur caractère les y aide. Beaucoup d'écrivains avaient voilà, plus ou moins bon caractère et étaient même carrément voilà, vindicatifs, belliqueux, bagarreurs, volontiers provocateurs, et donc étaient les premiers à frapper, hein, les premiers à lancer l'offense. Alors ça encore, c'est une chose qui égratigne, qui abîme l'image que certains se font de l'écrivain, encore une fois, position de sagesse, au-dessus de la mêlée. Je sais que j'ai même parfois rencontré l'amalgame, qui pour moi est très étrange, parce que pour moi, il est complètement à l'opposé de la réalité, mais l'amalgame selon lequel plus on serait intelligent, plus on serait porté à la bonté, à la gentillesse, à la générosité, à l'altruisme, au calme, etc. Et les écrivains nous prouvent exactement le contraire. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui étaient juste des gens plus gentils, posés, etc. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens méchants et diaboliques. C'est des gens qui ont très bon fond la plupart du temps, qui ont des belles valeurs et qui sont sympas. Tout le monde n'est pas acariâtre ou désagréable. Mais ce n'est pas à confondre avec le fait d'être des gros gentils, naïfs, etc. Ou alors de n'être que bonté, altruisme et d'être des espèces de saints. Les écrivains sont avant tout des gens passionnés. Passionnés. C'est la passion dont il s'agit. Et évidemment, quand il s'agit de passion, bien les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont souvent excessifs, très forts. Donc c'est ça surtout. C'est pas une question d'être raisonnable, etc. C'est une question de passion en bonne partie, de conviction. Et donc, je l'avais évoqué hein, dans un podcast que j'ai fait sur la sapiosexualité, hein, où j'avais expliqué les contradictions de cette soi-disant, cette pseudo-orientation sexuelle, qu'il y avait une méconnaissance totale de ce que implique en réalité d'être intelligent, ou hyper intelligent, ou un génie, hein, selon les termes galvaudés, et que alors qu'on associe ça
à des choses très abstraites ou alors à des comportements très introvertis, très, très posés, etc., en réalité, cela implique un fort caractère. Cela peut même impliquer de l'orgueil. Et cela peut impliquer une forme d'aigreur et d'amertume. Les écrivains sont des gens souvent assez aigris parce que exaspérés par la bêtise ambiante. Et en fait, cet agacement génère de la misanthropie, voilà, de la colère, de l'agacement. Il y a vraiment voilà, une forme de révolte permanente. Et donc, ça en fait des gens assez irritables ou irascibles parfois, hein. Donc, au contraire, justement, on peut dire que précisément à cause de leur intelligence, à cause de leur génie, hein, Baudelaire parlait du genus irritabile uatum, hein, la race irritable des poètes, hein, dans sa préface aux œuvres d'Edgar Allan Poe. Eh bien, précisément à cause de leur intelligence, c'est ça, en fait, c'est presque un certificat d'authenticité de leur intelligence que le mauvais caractère, que d'être comme ça, en colère, révolté, prêt à en découdre. Mais de toute façon, je dis la littérature est un sport de combat. En fait, là, je vais peut-être d'ailleurs le renommer, le podcast, je dis ça, je vais peut-être plutôt changer de titre, mais je pourrais dire plus généralement, les sciences humaines sont un sport de combat, ce qui permettrait d'ailleurs d'inclure la sociologie évoquée par Pierre Bourdieu, mais d'inclure aussi la philosophie. La philosophie, ça fight, moins qu'on puisse dire. D'inclure donc la littérature, et en fait d'inclure finalement le monde intellectuel. Le monde intellectuel, alors du coup c'était pas un sport de combat, parce que c'est un monde, mais est un univers de combat, et le champ intellectuel est un sport de combat. Voilà, donc c'est le champ intellectuel plus largement qui en est un. Donc quand je dis littérature, en fait, c'est philosophie, c'est même sociologie. Euh, voilà, c'est tout ce qui peut tourner dans le monde des idées, en fait, dans le monde des idées, de, voilà, du monde intellectuel, du monde créatif aussi. Donc en fait, on peut aussi inclure le monde créatif et artistique. Vous savez, je vais avoir l'occasion d'y venir dans ce podcast, mais de tout temps, hein, dans les arts, il y a eu des querelles, ce qu'on appelle des querelles. Donc il y a eu donc voilà, vous voyez, des fights comme ça, hein, des confrontations. Donc vraiment, on pourrait presque dire finalement que l'existence est un sport de combat, que l'humanité s'illustre dans le combat, dans la confrontation, dans la friction. Donc en fait, dès qu'il y a humanité, dès qu'il y a des humains quelque part, il y a de la confrontation, il y a de l'affrontement, il y a du combat. Et surtout que dès qu'il y a des convictions. Et les mondes là qu'on vient de citer sont des mondes de conviction. Mais oui, et pas que. Parce que même dans le sport, etc., bon, il peut y avoir des convictions dans le sport, mais en tout cas, rien que le fait qu'il y ait de la compétition, ce qui va aussi être très important. Je pense que c'est le mélange conviction, compétition qui favorise le côté lutte et combat auquel on va s'intéresser là. Forcément, si vous mélangez des gens qui croient profondément en ce qu'ils font, conviction, et en plus qui rencontrent éventuellement des obstacles ou des contradicteurs, avec lesquels en plus s'instaure une forme de rivalité, il ne peut y avoir qu'un gagnant, entre guillemets, en tout cas, chacun veut éventuellement avoir le dessus, forcément vous entrez dans des disputes, surtout si on prend les choses assez au sérieux. On va se disputer, y compris pour simplement des poèmes, ce qui peut paraître bizarre aujourd'hui, se disputer pour des poèmes, se foutre sur la gueule littéralement. Littéralement, hein, littéralement. On va pas rester que dans le combat d'ordre intellectuel dans ce podcast. On va parler de se foutre sur la gueule physiquement, hein. Pour vous dire que ça peut aller loin. Et donc on a pu, au cours de l'histoire, se battre physiquement pour de la poésie, pour du théâtre, hein. Donc c'est très concrètement que l'art, la littérature, les sciences humaines sont un sport de combat. Et donc voilà, donc peut-être que c'est inévitable, peut-être que c'est une dimension, alors j'allais dire agonistique, hein, si on était un peu pédant, mais c'est pas que pédant, c'est un très joli terme, moi j'aime beaucoup le terme agone, agonistique, donc voilà, c'est l'adjectif dérivé d'agone. Agone, c'est un terme grec qui désigne en fait les échanges, en quelque sorte les luttes verbales, hein, c'est les affrontements verbaux des personnages, par exemple dans la tragédie grecque. La tragédie grecque, en fait, hein, il y a souvent des scènes d'agone, c'est-à-dire que les personnages en fait se confondent, se disputent, mais vraiment de façon très éloquente, comme ça ils s'envoient la réplique, par ce qu'on appelle des stichomities, donc en fait des répliques très très courtes comme ça, et ça envoie, ça fight. Et voilà, donc l'agone c'est comme ça, c'est la querelle, c'est la discussion, c'est l'affrontement verbal. Ça peut tourner au concours d'éloquence, hein. Et donc la dimension agonistique est très importante, hein, dans le champ littéraire et dans le champ intellectuel en général. Il faut savoir se battre, hein. Il faut connaître ses prises, il faut connaître ses... faut avoir à la fois des moyens de self-défense et en même temps il faut avoir des moyens d'attaque face à l'adversaire, face à quelqu'un, parce qu'on va débattre, parce qu'on va pas être d'accord, parce qu'il va falloir défendre ses idées, il va falloir recevoir celles de l'autre. Et il faut aussi éviter tant qu'à faire la mauvaise foi, hein. C'est vrai que la mauvaise foi c'est une très mauvaise parade, c'est une mauvaise prise, c'est vraiment quand on sait, voilà, c'est pas quoi faire autrement, on est obligé de, par refus de concéder un argument à quelqu'un d'autre, on va aller jusqu'à se montrer plus bête qu'on est, ou à nier, à faire semblant de ne pas comprendre ou de ne pas croire,
Bref, voilà, donc bon, on va pas entrer dans le détail forcément de tout ça, on va pas faire du... Ici, je vais pas donner un cours de self-défense, etc. Bien que c'est comme ça que l'entendait Pierre Bourdieu en disant sport de combat. Pierre Bourdieu, quand il dit que la sociologie est un sport de combat, il l'entend pas d'une façon agressive ou offensive. Il explique très bien que pour lui, c'est au contraire un instrument de défense. Il dit que la sociologie, en fait, c'est donner des moyens de self-défense. Donc, vous voyez, le sport de combat, il l'entend plus dans le registre voilà, de défensif. Hein. C'est du self-défense. On apprend à recevoir les coups, on apprend des figures, des données réelles qui permettent en fait de se confronter à la réalité, de se confronter en fait à autrui dans la société, au champ, à l'antagonisme avec autrui, tout ça, voilà, à la distinction et tout. Donc lui, c'est voilà, c'est pas dit méchamment, c'est pas genre faut péter des gueules, etc. Certains auteurs, certains écrivains, certains penseurs, vous allez voir, c'est beaucoup plus agressif, on est beaucoup plus dans l'offensive là. Voilà, donc bon, faut savoir donner les coups, faut savoir les recevoir. Hein. C'est en partie ce dont il est question ici. Et donc oui, voilà, c'est vrai que une des idées reçues ou un des clichés qui me semble coller à la littérature, et donc aux sciences humaines en général, c'est cette image justement de quelque chose de sage, quelque chose comme ça de posé, vous voyez, de méditatif, de pacifiste. Voilà, c'est vraiment la figure du sage en fait, hein, le sage qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, au-dessus des querelles, au-dessus des états d'âme ou des emportements, qui maîtrise ses humeurs, qui maîtrise sa colère, voilà, vraiment qui garde un peu cette distance hein, aux choses, cette sagesse justement. Et donc l'opposé total en fait hein, de la personne colérique, caractérielle, qui va perdre patience, qui va s'énerver, qui va aller au contact, qui va aller à l'offensive, qui va éventuellement attaquer l'autre, ad hominem éventuellement. Donc ad hominem, hein, ce terme latin qui désigne en rhétorique le fait de s'attaquer à la personne elle-même. Si je dis par exemple une généralité du genre de toute façon tous les machins sont comme ça, ou alors en général il y a ça, je fais des généralités, je ne suis pas ad hominem. Parce qu'ad hominem c'est au singulier, hein, c'est un accusatif singulier. Donc je fais des généralités, je n'attaque personne directement. Si je dis un tel n'est qu'un con, et ça, et ça, et ça, je fais de l'ad hominem, j'insulte directement. Et en plus, généralement, ça qui a un côté aussi très bassement insultant. Hein. C'est pas vraiment. Généralement, c'est pas une attaque très élaborée, l'ad hominem. L'ad hominem, c'est vraiment quand on n'a pas d'autres arguments, on s'en prend carrément à l'autre en l'insultant. Voilà. Donc, bon, ça peut aller dans l'ad hominem, hein, euh, la littérature, les sciences humaines. À ce sujet d'ailleurs, alors je vais pas t'amener trop m'appuyer dessus parce que on est vraiment dans l'anecdote, et là je vais essayer de rester un peu dans la théorie, dans le général, comme j'aime bien faire dans les podcasts, mais je vous y renvoie si vous êtes intéressé par le sujet, si vous êtes amusé par le sujet, si vous êtes curieux, éventuellement ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Il y a un ouvrage édité dans la collection Chants Essais chez Flammarion, c'est des petites éditions jaunes là, généralement on édite de la sociologie ou des essais, ça s'appelle en fait Une histoire des haines d'écrivains, coécrit par deux auteurs, Anne Bockel et Étienne Kern. Et comme son nom l'indique, en fait, cet ouvrage, Une histoire des haines d'écrivains, eh bien, c'est un ouvrage en fait qui propose en fait de survoler. Ça se concentre beaucoup sur le 19e siècle, il faut le dire, hein, c'est très 19e hein, comme ouvrage, mais sur justement les antagonismes des écrivains au cours du siècle, au cours voilà, des derniers siècles. Donc les disputes qu'il y a eu, qui était l'ennemi de qui s'est disputé avec qui, comment ça s'est passé, quelles lettres ils se sont envoyés, les mots méchants qu'ils se sont envoyés, les rivalités qu'ils avaient, leurs histoires. Et tout ça, c'est classé par thématique. Il y a des thématiques selon les raisons de l'antagonisme. Donc il y a par exemple l'amour et les maîtresses, parce que les écrivains se piquaient leurs femmes. Un des exemples les plus fameux d'ailleurs qui est cité dans le livre, hein, c'est Sainte-Beuve et Victor Hugo. Sainte-Beuve et Victor Hugo se détestaient. Victor Hugo appelait Sainte-Beuve Sainte-Bave. Et il y avait une rivalité autour d'une femme, etc. quand même. Hein. Ils se sont piqués voilà, ils sont piqués leur bonne femme, quoi. Ça, c'est arrivé très souvent chez les écrivains. Hein. On sait que Marie Daubrin, la magnifique actrice, très jolie et jeune actrice dont Baudelaire était amoureux et à qui il a consacré plusieurs poèmes. Hein. Il y a plusieurs poèmes des Fleurs du Mal consacrés à Marie Daubrin. D'ailleurs, Invitation au voyage, normalement, est adressée à elle, il me semble. Eh bien, Marie Daubrin, en fait, elle n'a pas fini avec Baudelaire, elle est partie avec Théodore de Banville. Alors, je crois pas qu'il y ait eu des mots ou plus de heurts que ça entre les deux écrivains, mais n'empêche que bon, c'est Théodore de Banville, il a piqué Marie Daubrin entre guillemets à Baudelaire, quoi. Même s'ils ont jamais été ensemble, Marie Daubrin et Baudelaire. Baudelaire a eu beaucoup plus d'amour platonique qu'on ne croit. Hein. Baudelaire a une réputation de débauché,
ce qui lui colle à la peau qui est terrible. Il faut dire qu'il a beaucoup entretenu pour scandaliser et provoquer, mais Baudelaire, à côté de beaucoup d'écrivains, c'est un chaste, je peux vous le dire, hein. Entre Victor Hugo et Baudelaire, le fuck score, le gap est énorme, hein, je peux vous le dire, hein. Baudelaire, c'est un garçon qui a surtout beaucoup aimé platoniquement, de loin, idéalisé les femmes. Voilà, il y a évidemment tout un côté la muse du bordel, etc. et tout, mais c'est pas quelqu'un de crapuleux spécialement. C'est pas quelqu'un de crapuleux ou d'inélégant, faut pas croire. Voilà. Euh, Toute proportion gardée, quelqu'un comme Proust était un petit peu plus sulfureux dans sa jeunesse que Baudelaire, qui avait déjà quelque chose d'un peu plus, voilà, olé olé quelque part. Rien de grave, hein, voilà. Il a pas la palme, hein, mais bon. Enfin, bon, donc voilà, bref, voilà, dans une histoire d'un écrivain, il y a comme ça la thématique, donc la sexualité, l'amour, les maîtresses, il y a la thématique sur la religion, il y a la thématique sur les distinctions, donc sur l'Académie française, tout ça et tout ce qui est la course aux honneurs et aux privilèges, les médailles, etc. Ouais, voilà, bref, il y a plusieurs thématiques. Ça vous intéresse, voilà, c'est vraiment très anecdotique, mais bon, c'est amusant, voilà, c'est toujours marrant. Mais nous, on va rester un petit peu plus généraux dans l'idée, mais vous voyez, pour vous dire qu'il y a quand même des ouvrages qui se sont intéressés à cet aspect-là, qui l'ont illustré. Et donc, si on connaît un petit peu, de toute façon, la littérature, il suffit d'en lire déjà. Si on en lit assez, on se rend très vite compte que les écrivains s'engueulaient, se détestaient entre eux, avaient des fortes rivalités, et que le monde littéraire, c'est un monde assez cruel, un monde assez agressif, beaucoup plus qu'on ne croit, et qu'il y a des mondes beaucoup plus paisibles que cela, hein. C'est vraiment un monde où il faut avoir le cuir tanné. Et voilà, où il ne faut pas hésiter à aller dans la mêlée. Donc voilà, les personnes vraiment qui lisent, entre autres, les arts. Alors ça, c'est deux domaines où on s'en rend compte, c'est ça que les gens lisent beaucoup de romans. Même quand ils lisent des classiques, ils lisent beaucoup de romans, ils lisent beaucoup de fiction. Il y a beaucoup de gens que j'entends dire, ça me surprend toujours, mais qui n'arrivent pas à lire des essais. Dès que c'est pas du roman, ils n'arrivent pas à lire. Ils n'arrivent pas à lire des essais, des textes, des articles. Pourtant, c'est passionnant, vraiment, entendre quelqu'un qui nous dit ses idées. Excusez-moi, c'est pas très différent de ce que je fais là, hein. Si vous êtes capable de m'écouter, normalement vous êtes capable de lire un essai parce que un essai serait pas très différent de ça. C'est juste des idées, c'est pas du roman, hein. C'est quelqu'un qui exprime juste son opinion, ses idées, et c'est souvent très agréable et très bien écrit, surtout chez les écrivains. Donc il n'y a pas de raison. Mais bon, j'imagine que ceux qui m'écoutent savent lire un essai. Là, je m'adresse au Happy Few. Mais en tout cas, voilà, voilà, vu que les gens lisent beaucoup de romans, ils n'ont pas trop les coulisses en fait de la littérature. Ils connaissent pas. Voilà, ils se concentrent sur les textes. Pourquoi pas, hein. Mais du coup, s'ils lisaient les articles des écrivains, les mêmes écrivains, s'ils lisaient les articles de Zola, s'ils lisaient, on va y revenir sur Zola, parce que Zola quand même a écrit un article qui s'appelle Mes haines, hein, Mes haines. Et dans Mes haines, qui est un magnifique article, une espèce de manifeste littéraire, qui fait partie de l'œuvre théorique de Zola, hein, qui assoit toutes ces idées qui vont après être mises en pratique dans les Rougon-Macquart. Zola fait l'éloge de la haine, rien que ça. Zola fait l'éloge de la haine. Pourtant, Zola, c'était un homme assez sympa, c'était un gentil Zola. Zola, c'était un papounet, un papa gâteau à la fin de sa vie. Bon, bah, il a pris la défense de Dreyfus, hein, dans la lettre légendaire J'accuse, tout ça, lettre ouverte. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui est plutôt une bonne patte, Zola. C'est pas un mauvais bougre, hein. On n'est pas dans les écrivains. C'est pas Flaubert, quoi, hein, qui a un caractère beaucoup plus acéré, acerbe. C'est même pas Baudelaire, hein. Baudelaire, faut dire quand même, qu'il était aussi assez caustique, et son humour, tout ça, son caractère. Baudelaire était dur aussi, hein. Moi, j'adore, mais voilà. Bref, mais enfin, Zola fait partie des bonnes pattes, mais vous voyez, pourtant même Zola a fait l'éloge de la haine, hein. Donc pour vous dire qu'il était très conscient que dans le monde littéraire, la haine c'était plutôt une valeur positive. Même si le Baudelaire, justement, pourtant qui lui n'était pas le dernier, eh bien, dans Conseil aux jeunes littérateurs, qui est un court texte très sympa de Baudelaire, hein, ça fait partie des courts textes comme ça, ça fait genre 4, 5, 6 pages, hein, c'est rien, hein. Conseil aux jeunes littérateurs, Baudelaire en fait explique que la haine c'est une liqueur précieuse et qu'il faut en fait l'utiliser avec parcimonie, hein, voilà, qu'elle est faite avec voilà, une partie de notre cœur, de notre sang, etc. Et que du coup c'est un peu de nous-mêmes et qu'il ne faut pas la jeter, la gaspiller. Mais voilà, donc Baudelaire, vous voyez, il y a à la rigueur un discours un peu plus modéré sur la haine. Mais la notion de haine revient beaucoup chez les écrivains, c'est les gens qui détestent, qui haïssent, voilà, qui ont vraiment de l'humeur, de la bile noire. Quelqu'un comme Flaubert est absolument assassin dans ses lettres. Flaubert, quand il a un coup de sang contre quelque chose qui l'énerve, contre un écrivain qui est nul, contre un livre qu'il a détesté, contre une idée qu'il ne supporte pas en littérature ou en art, il fulmine. On a des lettres magnifiques, on sent vraiment la passion, la conviction d'un homme, mais c'est très agressif. On sait que les Goncourt, à qui on doit le fameux prix littéraire, les Goncourt, le prix Goncourt, c'était deux frères, hein, Jules et Edmond Goncourt, qui tenaient un journal resté célèbre, en fait, qui était un journal de concierge, hein. C'était vraiment les potins littéraires, c'est des petits concierges, ils passaient leur temps avec des écrivains, puis derrière leur dos, ils écrivaient des anecdotes sur eux, puis ils les critiquaient, hein. Ils étaient très langues de pute, hein, les Goncourt, ils sont connus pour ça.
Et voilà, bah, comme son nom l'indique, c'est des langues de pute, les Goncourt. Donc en fait, c'est bourré de saloperies, de méchanceté. Ils ont toujours un mot méchant sur. C'est vraiment des hypocrites, hein. Ils passent du temps avec les écrivains, mais ils ont toujours un mot méchant contre eux. Lui, il bouffe trop. Lui, de toute façon, il s'écoute parler. Lui, jamais il chopera telle nana. Il est trop moche pour ça. Enfin, on est quasiment à ce niveau-là, hein, vraiment, hein. C'est pas que ça, hein. C'est quand même des gens qui avaient un peu de suite dans les idées, qui ont des convictions, voilà. Mais on est un petit peu à ce niveau-là. Donc. Il y a effectivement en fait tout un registre de la littérature qui est méconnu, parce que comme les gens ne lisent que les romans, qu'ils ne lisent pas les articles, ils ne lisent pas les journaux intimes, et ils ne lisent pas les lettres, et c'est là que se trouve tout le fiel de la littérature, c'est là que se trouve le fiel. C'est là que se trouvent les convictions dans les articles, parce que les mecs doivent exprimer leurs opinions, leurs idées, ils prennent position, ils s'engagent. Donc là, en fait, ils sont tellement à fond dans leur combat que bah, ça tape dur, quoi. Donc les articles sont très importants pour ça, parce que c'est en plus souvent des lettres ouvertes, c'est adressé à des gens, il y a un côté un peu éloquent, il faut un petit peu invectiver, il faut provoquer, faut... Voilà, c'est de la polémique, hein. C'était des polémistes ces gens-là, donc il y a une nature polémique, on s'attaque à l'ennemi. Mais même dans les lettres, imaginez dans les lettres, on se lâche, c'est un peu comme vous avec vos potes. Vous savez que vous êtes entre vous, que personne n'écoute, ben, vous êtes en privé, ben, vous vous permettez de dire des choses un peu méchantes que vous diriez peut-être pas dans la réalité, parce qu'il ne faut pas choquer, parce que ça se dit pas, parce que vous mettriez un petit peu les formes. Bah, pareil, les écrivains, quand ils s'appelaient, entre guillemets, hein, donc avant le téléphone, quand ils s'écrivent des lettres, bah, ça donne des lettres où on dit franchement les choses. Alors, outre les passages plutôt portés sur la vie privée, la sexualité, l'intimité, où il y a des choses pas tristes, hein, Mérimée et Stendhal sont connus pour ça. C'était deux meilleurs amis, hein, Prosper Mérimée, auteur de Colomba et de la Vénus d'Île, et donc Stendhal. Euh, C'était deux potes et leurs lettres étaient particulièrement scabreuses et crues. Mais en fait, au-delà du registre un peu, bah, pareil, hein, les trucs qu'on se raconte entre potes, hein, voilà. Oh, elle, tu vois, je me suis fait, oh, c'est un super coup, oh là 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 là, c'est un petit peu ça, hein. Bon, il y avait quand même les moments où les gars pétaient des plombs, ils avaient des ennemis en commun, où l'autre lui disait, ah, j'ai lu un truc, ça m'a tellement énervé, je supporte pas, je vais me le faire, le gars, je vais me le faire, je vais me le faire, faut que si je le vois, si je le croise dans un salon, je lui fais sa fête, je lui règle son compte, je lui dirai franchement ce que je pense, tout ça. Donc il y a un côté comme ça, voilà, c'est des gens passionnés, donc forcément, du coup, entiers, tempétueux, qui ont l'éloquence en plus. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on dit souvent la plume est plus forte que l'épée. Bon, c'est une métaphore, hein. Entre une plume et une épée, j'ai préféré affronter une plume si je veux survivre, hein. Une épée, ça peut vous couper en deux. Une plume, bon, ça peut vous humilier, bon, ça peut vous blesser aussi. Si vous voulez attaquer quelqu'un à la plume, ça peut faire mal, hein. Mais enfin voilà, ça va faire moins de dégâts dans l'immédiat. Et puis aussi, du coup, métaphoriquement, bon, ça va blesser votre ego, ça peut vous humilier intellectuellement, mais bon, vous allez survivre normalement, hein. Bah, à moins que vous ayez de l'honneur. Alors là, quelque chose qui s'est perdu, qui n'existe plus. À moins que vous ayez de l'honneur. Dans ce cas, effectivement, vous pourriez ne pas survivre à la perte de votre honneur. Ça, c'est aujourd'hui, ça ne se fait plus, ça. Effectivement, à une époque, il valait mieux se faire tuer que perdre son honneur. On est d'accord. En parlant d'honneur, justement, dans La littérature est un sport de combat, on pourrait faire allusion dans ce sujet-là au duel des écrivains. Nos écrivains ont vécu à une époque où on s'affrontait encore dans des duels. Il faut se représenter ça. Leurs personnages, on les voit souvent être dans des duels. Chez Musset, on voit des duels. Chez Stendhal, hein. Stendhal, il a des personnages qui sont souvent très frondeurs, qui sont un peu bagarreurs, qui ont beaucoup de fierté, et puis qui veulent provoquer des duels à tout le monde. Julien Sorel est comme ça. Julien Sorel, il veut provoquer tout le monde en duel. Il est très pugnace. Voilà, il a beaucoup de fierté, donc il n'aime pas qu'on l'insulte. Il laisse pas passer une insulte. Et voilà, Julien Sorel est très branché duel. Voilà, il a des héros très combatifs, Stendhal. Stendhal, c'est un des champions du duel. Mais voilà, on en trouve chez Musset, on en trouve chez plusieurs écrivains. Comme ça fait partie des mœurs de l'époque, forcément, ça se reflète dans leur littérature. Mais pas que dans leur littérature, c'est aussi dans leur vie. Les écrivains, beaucoup ont eu des duels, hein, ont connu des duels. À l'époque, voilà, il y a un sens de l'honneur qui est très important, beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et laisser passer une insulte, laisser quelqu'un nous insulter, nous humilier, si on laisse faire sans rien faire, sans riposter, sans marquer le coup symboliquement, ne serait-ce que symboliquement, ça peut avoir des répercussions très lourdes sur notre réputation et donc notre honneur, donc notre ethos, et bah, du coup sur notre vie sociale. C'est-à-dire qu'on se moque de nous, on ne nous respecte plus, on séduit moins les maîtresses, voilà, enfin il y a des choses comme ça. Donc il y a des véritables enjeux autour de l'honneur à l'époque qui aujourd'hui malheureusement sont perdus. Enfin, on peut le déplorer ou pas. Certains diraient bah, heureusement, tant mieux. Il y en avait plein d'ennemis du duel, hein. Schopenhauer n'aimait pas les duels, il n'aimait pas la fierté, l'honneur. Voilà, j'ai un peu plus de sympathie pour ça personnellement. Je trouve que parfois ça manque. Mais et voilà, et donc les écrivains, pour plusieurs, se sont retrouvés mêlés à des duels. Et quasiment tous, c'est tellement banal que certains ne le mentionnent même pas, mais ils ont quasiment tous connu des duels, hein, les plus anciens. Alors bizarrement, un des duels, moi, que je connais le mieux, niveau anecdote, parce qu'il y en a eu sans doute d'autres plus fameux ou plus révélateurs, plus intéressants, mais bon, moi c'est celui que je crois que je connais le mieux, c'est un duel de Proust.
Ah oui, comme quoi, hein, c'est peut-être pas celui qu'on attendait le plus en duel. D'ailleurs, du propre aveu même de sa servante, Céleste Albaret, qui a fait ses mémoires en fait, hein, de ses années auprès de Proust, hein. Elle était sa seule amie, entre guillemets, sa plus proche. Elle vivait avec lui, c'est elle qui l'aidait à écrire son livre et qui lui préparait ses repas, etc. Et tout. Une dame passionnante et très émouvante à écouter. C'est sur YouTube, hein, si vous voulez écouter les témoignages de Céleste Albaret, le quotidien auprès de Monsieur Proust, c'est très touchant. Et Céleste Albaret, en fait, bah, quand Proust a fait allusion un jour à un duel qu'il avait fait, Céleste, qui le connaissait comme cet homme souvent couché dans son lit, qui écrivait des livres, qui était très gentil, très doux avec elle, qui était très rieur, dit mais Monsieur Proust, c'est pas possible. Non, vous me faites marcher, vous avez jamais fait un duel, vous pas vous. Il disait mais pourquoi Céleste, mais voyons, mais pourquoi ça vous étonne? Pourquoi cela vous étonne donc? Voilà, même Proust était presque, vous voyez, pas blessé, fâché, mais tiens, je suis pas crédible quand je fais un duel comme ça, qu'est-ce que vous sous-entendez quoi? Et c'était tout à fait vrai, Proust s'est battu en duel. Alors, on dit battu. En fait, apparemment, ils auraient tiré en l'air. Alors ça, c'est ce qu'on fait quand on veut symboliquement marquer le coup, mais que bon, on veut pas s'entretuer, c'est pas la peine. Donc on lève le pistolet en l'air, on tire en l'air. Le rituel a eu lieu, puis en même temps, voilà, après on se serre la main, c'est réglé. C'est plus une question d'étiquette et de symbole, le duel. Hein. Faut pas s'imaginer qu'on se tuait, on se bagarrait à mort, à tout prix. C'est pas la gladiature, hein. C'est pas les gladiateurs qui doivent se tuer, c'est sanguinolent, on égorge le mec. Il y avait des règles, hein, voilà, hein, c'était très précis. Et, euh, et donc, ouais, Proust, en fait, s'est battu en duel, entre guillemets, suite, en fait, à une critique particulièrement désagréable et insultante de quelqu'un, dont j'ai oublié le nom, hein, j'avais son nom, excusez-moi, je l'ai avalé. En fait, voilà, un journaliste, en fait, qui avait fait une critique de son ouvrage, alors pas La Recherche du temps perdu, c'est bien avant, c'est quand Proust était jeune, c'est en 1896, hein, donc fin 19e. Proust a écrit un premier texte qui s'appelle Les plaisirs et les jours, qui est un très joli ouvrage, voilà, un ouvrage de jeunesse, parce que Proust, il a quel âge? Ça lui fait 26 ans quand il l'a écrit, hein. 1896, il est né en 71, c'est ça, donc 25 ans, 25 ans. Il a 25 ans quand il écrit ça. Et donc en 1896, voilà, quand paraît l'ouvrage, le journaliste en fait a eu des remarques désobligeantes sur Proust, en gros en l'affichant, en disant que le livre, enfin qu'en gros, que l'auteur, hein, donc Proust, pouvait remercier ses fréquentations et que s'il fréquentait pas le beau monde et surtout certaines personnes et surtout d'une certaine façon, donc allusion à son homosexualité, voilà. Là en l'occurrence il faisait allusion en fait à Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, l'auteur des Lettres de Montmoulin. Et en fait Proust a une aventure homosexuelle avec le fils d'Alphonse Daudet. Donc ça, tout le monde le savait entre guillemets dans le milieu, mais ça se disait pas quoi. Voilà, à l'époque c'est pas vraiment bien vu. Et là, en fait, l'auteur de l'article a fait une allusion très appuyée en disant bah, et non, bah, heureusement que ça fréquente les Daudets, hein, et puis d'une certaine façon, hein, parce qu'autrement, il n'aurait pas pu se faire éditer ce garçon, parce que ça vaut rien son livre, hein, et puis d'où il sort, quoi. Et donc, bah, Proust n'a pas laissé passer l'insulte, et donc, du coup, il y a eu duel. Voilà. Donc, pour vous dire que là, parfois, le sport de combat devient littéralement combat, devient duel physique. Hein. Et donc, en parlant de duel physique, je parlais en fait du fait d'en venir aux mains en littérature. Eh bien, c'est aussi arrivé. Alors ça, c'est dans la plus fameuse querelle littéraire, je crois, de l'histoire littéraire. Il y en a eu plusieurs. Il y a beaucoup de querelles littéraires tout au long de l'histoire. Il y en a eu durant le XVIIe siècle. Il y en a eu voilà, les anciens, les modernes, ce qu'on appelle les modernes et les anciens. Il y en a eu avec le romantisme, hein, le romanticisme contre les classiques, avec carrément des changements de look. Hein. Les romantiques se laissaient pousser les cheveux, s'habillaient tout en noir. Quant aux classiques, eux, ils portaient la perruque où ils étaient chauves et ils s'habillaient plutôt en couleur. Enfin, il y avait carrément des codes de couleur hein, à l'époque en littérature, aussi bien si vous étiez auteur que si vous étiez simplement lecteur. Il y avait une façon, un dress code, il y avait une façon de s'habiller pour marquer votre appartenance à un mouvement littéraire, à une idéologie, pour vous dire l'importance que ça avait. Et donc, au 19e siècle, dès le début du 19e, vous habillez en noir et vous laissez pousser les cheveux, c'était dire, par votre apparence, que vous étiez un moderne, que vous étiez un romantique, que vous souteniez la littérature romantique. Voilà, c'était l'inverse vraiment des vieilles perruques, comme on appelait ça, hein, les vieilles perruques, hein, donc en gros ceux qui étaient plutôt nostalgiques de l'Ancien Régime, et voilà les classiques, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'au départ, le romantisme, c'est justement un mouvement réactionnaire qui regrette l'Ancien Régime, l'avant-révolution, un mouvement tel que Chateaubriand l'avait avancé. Mais le romantisme a vite évolué et s'est un peu gauchisé très vite. Hein. Le romantisme seconde génération de Musset, j'ai un romantisme beaucoup plus à gauche, qui descend un peu vers le bas, qui descend un peu vers le populaire. Et voilà, bref. Donc bon, ça c'est de l'histoire littéraire. Hein. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, soit en faisant la visite de la bibliothèque, soit voilà, en faisant d'autres podcasts.
Mais voilà, donc il y a toujours eu des querelles littéraires, il y en a même qui remontent au Moyen-Âge, hein. Au Moyen-Âge, il y a eu la querelle du roman de la Rose, par exemple. Le roman de la Rose, qui est un des textes les plus connus du Moyen-Âge, qui est une espèce d'art d'aimer, un texte allégorique, c'est absolument magnifique. Moi j'adore évidemment parce que c'est l'amour courtois par excellence et que c'est très beau. Mais le roman de la Rose, en fait, il y a deux parties, hein, une de Guillaume de Loris et l'autre de Jean Demain. Et celle en fait de Jean Demain est une partie très différente de la première, moins éthérée, moins pure, c'est plus idéologique, c'est plus misogyne, hein. C'est un texte un peu plus. On sent que c'est pas le même genre d'auteur, que c'est plus un clerc qui écrit ça, donc très savant, mais du coup qui est très misogyne. C'est moins un poète, c'est plus un clerc. Et donc ça avait créé en fait une querelle, entre autres, dans laquelle est intervenue Christine de Pisan. Christine de Pisan, qui est quand même un personnage fascinant, parce que c'est un des premiers écrivains femmes de l'histoire littéraire française. C'est quand même beau, c'est même peut-être, souvent on considère que c'est la première. Christine de Pisan, on considère que c'est la première femme qui a gagné sa vie de sa plume dans l'histoire littéraire française. C'était une jeune femme savante, non pas au sens moliresque, hein, au sens le plus noble, une érudite, qui en fait, voilà, s'est très vite retrouvée veuve, il me semble. Je ne sais même plus si elle était mariée d'ailleurs, Christine de Pisan. Je ne sais plus si elle était mariée ou veuve. Et en tout cas, il a fallu qu'elle gagne sa vie. Et en fait, elle écrivait, elle était érudite, et du coup, elle a écrit des livres. Certains magnifiques, hein. La Cité des Dames, c'est un très joli texte, hein, du Moyen-Âge, de Christine de Pisan. Elle imagine en fait allégoriquement une cité construite entièrement, dont les murs en fait sont construits avec enfin non pas avec des femmes, mais en fait les murs sont autant de femmes célèbres qui ont existé, en fait, c'est-à-dire la Cité des Dames, la Cité des femmes. Et justement, elle a écrit la Cité des Dames, Christine de Pisan, en riposte en fait au roman de la Rose deuxième partie qui l'a beaucoup blessée, parce que c'est un texte extrêmement misogyne, rabaissant pour les femmes. Et Christine de Pisan, forcément, voilà, voulait montrer que sans les femmes, le monde serait pas le même, et que les femmes avaient apporté beaucoup au monde, y compris à la culture et à l'histoire. Et du coup, en fait, elle a voulu rendre hommage en fait aux femmes et en faire du coup la Cité des Dames. C'est un très très joli texte. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu pédagogique, c'est un peu maîtresse d'école. Moi, c'est ce que je reproche en général à Christine de Pisan. Elle a un petit côté un peu maîtresse d'école. Elle connaît des choses et plutôt que d'en faire une réflexion, une pensée, elle a tendance plutôt à faire un peu court entre guillemets. Bon, voilà. Mais comment littérairement c'est quand même très joli et elle a que des concepts forts. Le chemin de longue étude par exemple, ça s'appelle le chemin de longue étude, c'est un autre texte d'elle. C'est un peu la divine comédie de la connaissance quoi. Vraiment, c'est un passage en fait à travers comme ça, l'étude, hein, les connaissances, mais en mode divine comédie avec un guide, tout ça et tout, c'est très joli. Donc voilà, le chemin de longue étude, la Cité des Dames, c'est un peu les deux tubes de Christine de Pisan. Elle a aussi en fait écrit des ballades, etc., des poèmes amoureux, hein. Elle a écrit beaucoup de choses, Christine de Pisan. Elle était très prolifique parce qu'il fallait qu'elle gagne sa vie, donc elle publiait, publiait, publiait. À une époque quand même où c'est pas encore le temps de l'imprimerie au sens moderne, hein. C'est pas l'imprimerie des illusions perdues, hein. C'est pas la presse quoi. Hein, c'est encore l'imprimerie vraiment à l'ancienne, hein. C'est les tout débuts de même c'est plutôt les manuscrits, hein, tout ça et tout, hein. Donc c'est pas vraiment voilà, c'est vraiment elle est de la fin du Moyen Âge, mais et voilà, et donc, non, Christine de Pisan, voilà, très grand auteur. Et donc, il y a eu une querelle autour du roman de la Rose auquel elle a participé. Il y a eu des lettres, hein, les épîtres, sur la querelle du roman de la Rose, dont, en fait, où elle s'est beaucoup engagée, hein. Donc, il y a une dispute autour de ce texte, en fait. Voilà, certains qui le défendaient, d'autres qui l'attaquaient. Puis les gens se foutaient sur la gueule et ils prenaient ça très à cœur. C'était très important. Il y avait des enjeux autour de ce texte, des enjeux littéraires, idéologiques. Voilà, donc c'est très important. Donc et là, il y avait vraiment un côté sport de combat. Et vous voyez, c'est intéressant parce que sport de combat, il n'y a pas que les hommes qui s'y mettent. Les femmes aussi, elles rentrent dans le combat, elles rentrent dans la mêlée, elles viennent péter des gueules. Elles vont remettre un mec à leur place, elles vont se battre pour leurs idées, elles vont écrire des lettres assassines, des articles éloquents. Vous voyez, il y a toute une dimension. Il faut vraiment affûter sa plume. Encore une fois, la plume est plus forte que l'épée, ça peut arriver parce qu'on peut vraiment humilier quelqu'un avec la plume, on peut le tailler en pièces. Et on a affaire à des gens qui écrivent très bien, qui sont très intelligents. Donc attention, la plume, elle est acérée. Vous savez, il vaut mieux affronter quelqu'un à l'épée qui ne sait pas s'en servir, qui ne sait pas se battre. Au pire, il vous éraflera peut-être, ou même vous pourrez même lui foutre une raclée, lui prendre son épée, qu'affronter quelqu'un qui, pour le coup, sait se servir de sa plume. Vous voyez, une plume et une épée, à talent égal, il vaut mieux affronter la plume que l'épée, si les deux savent très bien s'en servir, mais quelqu'un qui sait se servir de sa plume sera toujours plus dangereux que quelqu'un qui ne sait pas se servir de son épée. Alors, sans te dire, ouais, faut pas exagérer non plus. Quelqu'un qui ne sait pas se servir de son épée, il te fout un mauvais coup, t'es mort. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Mais je sais pas s'il pourra vous tuer forcément, il vous blessera, mais il faut de la force, faut de la conviction dans le geste pour tuer quelqu'un à l'épée. Voilà. Si ça manque, le geste est un peu mou, il vous blessera. En revanche, quelqu'un qui a décidé de vous assassiner vraiment en règle avec sa plume, et qu'il l'a décidé, même si ce n'est qu'une plume, il va vous humilier, il va vous mettre en pièces. Il va servir de sa répartie, de son éloquence, de sa culture, et ça peut être méchant. Ça peut donner des pamphlets, des trucs comme ça. Un des plus grands affrontements littéraires, c'est aussi, qui est très connu, hein, c'est Voltaire et Rousseau, hein. Voltaire était
ulcéré par les pensées de Jean-Jacques Rousseau. Voltaire est quelqu'un qui est progressiste, qui croit en le progrès par la technique. Bon, des choses qui sont très remises en cause, même par Baudelaire, hein, etc. Baudelaire était anti-progressiste, ne croyait pas au progrès, se méfiait de l'arrivée de la technologie. Il avait quand même assez raison, si à bien des égards, hein. Il n'a pas été si bête que ça, hein. C'était plutôt bien vu. Mais voilà, il y a eu souvent aussi comme ça, des querelles de ce genre autour du progrès. Est-ce que le progrès c'est bien? Est-ce que le progrès, faut s'en méfier? Et donc ceux qui étaient à fond sur le progrès traitaient les autres d'obscurantistes. Ouais, vous voulez nous ramener au Moyen-Âge, avec vous on n'avancera jamais, hein. Puis les autres disaient, mais vous croyez au Père Noël, vous êtes complètement dans l'illusion, vous croyez que l'être humain va progresser grâce aux machines. Les machines apporteront un confort, mais jamais l'être humain sera meilleur par les machines, l'être humain sera meilleur par l'éducation, l'être humain sera meilleur par l'humanité, par la gentillesse. Voilà, donc il y avait toujours un peu ces combats-là, qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui, hein. Les pro-sciences, là, le terme pro-science qui me fait halluciner, moi, parce que bon, genre, il y aura des gens qui sont pour la science ou qui sont contre la science. On bénéficie tous de la science. Bien sûr qu'il y aura toujours des anti quelque chose. Mais le pro-science, affirmer le pro-science, comme sous-entendu que ceux qui ne sont pas pro-science sont contre la science, ça me paraît d'un manichéisme et d'une radicalité que je trouve justement pas très scientifique personnellement. Mais bon, bref. Voilà. Mais vous voyez, même moi je rentre dans la querelle. Mais vous voyez, c'est un petit peu l'ancêtre ça des luttes pro-science et puis méfiance vis-à-vis du progrès, hein. Et forcément, hein, l'attaque facile, c'est que les pro-sciences disent aux autres, vous êtes des obscurantistes, vous êtes des complotistes, etc. Or, c'est des choses quand même, les gens, c'est pas complètement stupide et avaient raison sur certains points. Donc Baudelaire n'avait pas complètement tort, Rousseau n'avait pas complètement tort. Mais c'est vrai que bon, on peut comprendre quand même les réticences de Voltaire vis-à-vis de Rousseau. Même moi, Rousseau, voilà, je suis pas très très fan de ses idées. Un peu comme parfois, voilà, c'est comment sa vision de la nature, de l'homme, des origines, etc., du contrat social, on va pas rentrer là-dedans. Et donc Voltaire, en fait, est connu pour s'en être beaucoup pris à Rousseau. Ils ont eu une correspondance tous les deux, hein, des échanges de lettres, hein, ils se connaissaient, hein, parce que l'encyclopédie, ils étaient tous les deux impliqués dedans, hein. L'encyclopédie, c'est dirigé par Diderot et d'Alembert, surtout Diderot, hein, qui était très investi dans le projet, d'Alembert aussi. Et puis, il y a eu des contributeurs, il y a eu du coup Rousseau, Voltaire, et donc ils étaient, vous voyez, ils étaient une bande de potes, une bande de mecs qui à la base étaient amis, qui avaient un même projet commun, l'encyclopédie, mais ils se sont engueulés. Ils se sont tous engueulés, ils se détestaient entre eux au bout d'un moment parce que même au sein d'un même projet qui allait dans le même sens, ils avaient des différends énormes intellectuellement. Et puis ils ont eu aussi des brouilles intimes parce que certains rendaient pas leur boulot à temps et on trouve aussi ça, certains, tu m'avais promis un article pendant 2 semaines, il faut qu'on imprime. Ah j'ai pas eu le temps de le faire. Attends, je t'ai dit, je l'attendais lundi l'article, etc. Donc bref, ils se sont pris la tête, hein. Donc voilà, l'encyclopédie, ça a été une œuvre, bon, ça a été un vrai sacerdoce pour Diderot. Et voilà, les gars se prenaient la tête. Vous voyez, il y en a aussi se battaient, en fait. Il y a eu un côté combat, hein, se battaient à travers les articles. L'encyclopédie, c'est des textes parfois assez piquants. Et les gars n'étaient pas d'accord entre eux. Et donc, oui, Voltaire et Rousseau, c'est un des antagonismes les plus connus du monde, hein. C'est un duel littéraire ultra célèbre. Et bon, est très, très connu aussi l'anecdote comme quoi ils sont ensemble au Panthéon, hein. On sait qu'ils sont face à face au Panthéon, Voltaire et Rousseau, ce qui est quand même, voilà, beaucoup disent que c'est quand même l'ironie suprême, les deux ennemis réunis à jamais au même endroit. Voilà, donc bon, voilà, l'histoire littéraire est parsemée comme ça d'antagonisme et de rivalité littéraire et donc de querelles. Et parmi ces querelles, pour revenir à cela, au-delà du roman de la Rose, il y en a une autre aussi qui a marqué le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, c'est celle de La Belle Dame sans merci. La Belle Dame sans merci, c'est un texte auquel je faisais allusion dans le podcast sur 500 jours ensemble, que j'ouvrais comme ça le podcast, sur le film 500 jours ensemble. Et oui, La Belle Dame sans merci, donc c'est un texte où un poète raconte en fait comment il a été rejeté, non même pas friendzoné, hein, mais carrément rejeté par une femme qui refuse son amour. Belle Dame sans merci. Elle est belle, mais elle n'a pas pitié, hein. Elle n'a pas de pitié, elle n'a pas d'état d'âme, elle n'a pas d'empathie. Elle ne se laisse pas attendrir par l'amour du poète. Parce qu'à l'époque, on pense que si on se montre assez amoureux, on va attendrir l'autre et l'autre va tomber amoureux en retour. En fait, qu'en gros, un amour sincère et puissant est irrésistible. Et que la personne qui peut y résister n'a pas de cœur. Vous voyez, on croit beaucoup au fait qu'on peut convaincre l'autre d'aimer et qu'on peut faire tomber amoureux l'autre à l'époque. On y croit. Et donc, dans La Belle Dame sans merci, c'est un poète qui est fou amoureux d'une dame, et c'est une espèce d'agone, hein, oui, je parlais d'agone, c'est un peu un agone amoureux, en fait, hein, c'est une joute verbale, en fait, c'est ça le terme, c'est une joute verbale, hein, un agone, et la joute prend tout son sens, c'est très moyenâgeux, hein, enfin, moyenâgeux, je crois que ça se dit pas, médiéval, je crois que ça se dit pas non plus. Bon, je sais pas ce qu'il faut dire pour le Moyen-Âge, et donc, oui, là, il y a toute une dimension, en fait, agonistique, donc de joute verbale, un peu comme, voilà, la joute, voilà, à cheval au Moyen-Âge. Et donc, ils se rendent la réplique comme ça, ils se confrontent, hein. Le poète, lui, essaie de défendre l'amour et essaie de défendre ses sentiments. Et puis la dame essaie d'expliquer en quoi l'amour, c'est une illusion, que voilà, il croit aimer, mais en fait, il aime pas. Et puis, elle, de toute façon, qu'elle veut pas de son amour, qu'elle veut rester, voilà, tranquille, tout ça et tout. Bref. Et donc, elle finit, voilà, par partir. Et lui, il est inconsolable et il se suicide, évidemment, hein, comme souvent dans la littérature classique.
Et ce texte, en fait, avait créé une discorde, une querelle, comme quoi, vous voyez, ça avait scandalisé. L'auteur avait dû s'excuser. Si vous achetez La Belle Dame sans merci aux éditions Champion, vous pourrez le trouver pour une vingtaine d'euros. Il y a tout le cycle de La Belle Dame sans merci, parce que ça a été un texte qui a eu tellement de succès, qu'il y a eu des suites, il y a eu des fanfictions. À l'époque, il y a eu l'équivalent des fanfictions. Ça se faisait beaucoup, les fanfictions, à l'époque, hein. Et comme il n'y avait pas encore les droits d'auteur, les protections des textes qui ont été surtout inventés après la Révolution, l'invention du statut d'auteur moderne, ça a été inventé avec la Révolution, ça fait partie un peu des droits de l'homme en fait, hein, c'est l'invention de l'homme moderne. Donc avant ça, la notion de droit d'auteur n'existe pas vraiment, on peut plagier votre texte, le reprendre, y répondre, on fait un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, souvent des textes sont édités anonymement ou alors sont prétendus être simplement des reprises en fait d'un texte qui existait déjà. Et voilà, et donc la querelle de la Belle Dame sans merci, c'est une querelle parce que ce texte a scandalisé, parce que à l'époque, il est jugé malséant de montrer une femme comme ça, qui serait impitoyable en fait. La Belle Dame sans merci, c'était pour une attaque misogyne de dire, attendez, vous prétendez qu'une dame puisse être aussi cruelle que cette dame-là? Mais c'est une accusation misogyne scandaleuse, monsieur. Voilà, et donc il a dû s'excuser en disant que ce n'était qu'un texte et qu'il ne voulait pas dire que les femmes étaient impitoyables et sans merci, il ne voulait pas insulter les femmes à travers ce personnage-là. Et du coup, il y a une querelle, parce que certains trouvaient que ce texte était insultant pour les femmes, mais d'autres disaient au contraire, non, non, attendez, il a raison, des femmes comme ça existe, c'est pas qu'elle les insulter, c'est juste un fait, et cette femme a tort, c'est elle qui a tort, elle est impitoyable, il ouvre son cœur, il est adorable, pourquoi elle n'aimerait pas? Elle aurait pu au moins lui laisser une chance. Alors les autres disent, mais attendez, l'amour ça ne se contrôle pas, monsieur, c'est elle qui a raison, c'est lui qui a tort, qu'est-ce qui vient l'embêter avec, vous voyez, donc on a comme ça fait une querelle, chacun prenait fait et cause pour un des personnages, et ça tournait en fait au procès, du coup les fanfictions étaient des procès. Vous voyez, ça, on a réglé ses comptes encore une fois par la littérature. Il y a eu en fait le procès de la Belle Dame sans merci. Et tantôt, en fait, un auteur décidait de prendre la défense du poète et de condamner la dame. Tour à tour, quelqu'un défendait la dame et condamnait plutôt le poète. Il y en a même un qui a condamné l'amour carrément, hein, parce qu'on fait à l'époque on fait beaucoup dans l'allégorie. L'allégorie, le Moyen Âge adorait ça. Et du coup, en fait, on innocente la dame, on innocente l'amoureux, mais on décide que c'est l'amour qui est coupable, hein. Alors là, vous voyez, on est quasiment chez le roi Lot dans Camelot là, hein. Ou alors, l'amour est coupable. Mais alors là, ouais, c'est ce que dit le roi Lot dans Camelot, livre 5. Voilà, donc non, c'est vraiment comment, c'est toute la littérature qui est irriguée par le fiel et qui est envahie par l'antagonisme, par les luttes, par les rivalités. Ça peut être la rivalité d'ordre purement intellectuel, on n'est juste pas d'accord et du coup nos idées se confrontent, sont rivales. Mais ça peut aussi être des rivalités plus personnelles. On ne peut pas se supporter. On a un contentieux personnel. Voilà, on s'est piqué une maîtresse, on se doit de l'argent, on s'est fait un sale coup, ou alors on ne peut pas se supporter. Voilà, on a une incompatibilité de caractère. Ça arrive aussi beaucoup en littérature. Il y a plein de raisons. Il y a toutes les raisons qu'on veut pour se détester, se foutre sur la gueule, se confronter en littérature, et plus généralement dans les sciences humaines, intellectuellement, en philosophie, tout ça. En philosophie, ça arrive parce que les philosophes, généralement, ont une vision du monde, hein. Un philosophe, généralement, il vient proposer une lecture du monde, une grille de lecture du monde. Marx propose une grille de lecture du monde, c'est celle de la lutte des classes. Schopenhauer propose une grille de lecture du monde, c'est celle du pessimisme. Comme quoi le bonheur, il faut arrêter de le poursuivre, il n'existe pas positivement. Le bonheur, c'est l'absence avant tout de malheur. Les stoïciens d'une grille de lecture du monde, il y a le cosmos, et l'homme qui est heureux sera l'homme qui trouve sa place dans ce cosmos et qui la respecte, qui joue le rôle qui lui a été donné et qui se laisse pas perturber par les événements. L'épicurisme, c'est une grille de lecture aussi du monde. Les dieux existent peut-être, mais ils en ont rien à foutre de nous. Il faut pas avoir peur d'eux. Voilà, ils s'occupent pas de nous. La mort n'est que, de toute façon, faut pas en avoir peur parce que la mort, par définition, étant le néant, on peut pas en souffrir. On peut avoir peur qu'elle arrive, mais la mort en elle-même n'est pas redoutable. Il y a rien, c'est le néant. Et pourquoi avoir peur du néant? Et puis, l'être humain, c'est des envies, et donc en fait, il faut juste satisfaire ses envies, ce qu'il faut pour être heureux, mais surtout pas en excès. Si on en fait trop, on se rend malheureux. Si on n'en fait pas assez, on se frustre. Donc, bref, chaque philosophie a donné une lecture du monde, jusqu'à l'existentialisme de Sartre, par exemple, hein. L'homme est condamné à être libre parce qu'il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons, l'existence précède l'essence. Il n'y a pas d'essence qui nous précède, hein. Il y a pas de, on n'est pas déterminé, hein. Voilà, idée poussée très loin par Sartre. Et voilà, et donc ces grilles de lecture, forcément, elles sont en désaccord les unes avec les autres. On ne peut pas être toutes les philosophies à la fois. Vous ne pouvez pas être à la fois, je ne sais pas, stoïcien, épicurien, schopenhauerien, nietzschéen et sartrien, parce que ces thèses s'annulent. Elles se disputent entre elles se contestent entre elles, et chacun propose à son tour une lecture qui
annule l'autre ou qui la conteste. Et vous ne pouvez pas du coup être d'accord avec tout le monde. Donc forcément, vous allez prendre position, vous allez avoir ce qui vous parle le plus à vous, choisir votre camp du coup. Et choisir votre camp, vous voyez, tout est dit, c'est la guerre. Alors, ça ne veut pas dire que. Là, c'est un petit peu décevant, du coup, certains vont dire, et c'est là aussi que je voulais parler de naïveté ou d'idées reçues sur la littérature ou les sciences humaines, dire ah ben moi je suis déçu, parce que moi je me faisais une image justement des sciences humaines, de la littérature, d'un univers où les gens étaient plus intelligents que ça, valaient mieux que ça, étaient plus modestes, étaient plus humbles, étaient plus posés. Résultat, je découvre qu'en fait ils se détestaient tous, qu'ils étaient rivaux, qu'ils s'engueulaient. Ah, c'est décevant. Alors, on peut, oui et non que c'est décevant. On peut trouver ça décevant, on peut aussi trouver ça rassurant, déjà, dire bah ça montre que ces gens-là croyaient un minimum dans ce qu'ils faisaient, ils étaient prêts à se battre pour ça. On peut trouver ça aussi normal et inévitable. Encore une fois, ils sont pas d'accord, c'est tout le principe du truc. Ils vont chacun arriver avec leur sensibilité, leur vision des choses. Leur vision diffère, parfois de façon tellement radicale que c'est inconciliable, et même que ça les heurte mutuellement, ils se blessent mutuellement ces gens-là. Ça les heurte, vous voyez, ça les choque ou ça les blesse. L'idée de l'autre les blesse, attaque leur profonde conviction et leur façon de voir le monde et leur sensibilité. Donc forcément, ça explose. Ils ont un don pour s'exprimer, ils vont l'utiliser, et du coup, ça y est, on va au fight, on va à la confrontation. Et donc, oui, ça cogne la littérature, et donc certains, ça peut les décevoir, mais, mais en fait, voilà, c'est tellement, finalement, quand on y pense, logique, naturel, inévitable, qu'on peut trouver ça plutôt sain et normal, et en fait dire qu'on a été naïf de croire que ça pouvait être autrement, et que c'est pas avoir la bonne approche des choses que de souhaiter que ce soit différent. Qu'aurait à gagner la littérature ou les sciences humaines à devenir le contraire d'un sport de combat, à devenir complètement pacifiste, où tout le monde s'entend bien, tout le monde s'aime, tout le monde est d'accord, donc en gros c'est la fin. C'est la fin du combat, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de l'évolution des idées, c'est aussi moins drôle, moins amusant, parce qu'il faut quand même le dire, on peut prendre plaisir à lire ces querelles-là, on peut prendre plaisir à y prendre part, mais on peut aussi prendre plaisir à les lire. Moi personnellement, ce qui fait en partie que je suis si fan de quelqu'un comme Baudelaire, c'est que je trouve qu'il a de l'éloquence, qu'il mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui est vindicatif, qui a des convictions et qui les cache pas, et qui est comme ça, a le sens du mot, qui est caustique. Et moi, ça fait partie de ce qui me séduit. J'adore ce gars. Je trouve qu'il croit en ce qu'il dit, qu'il y va. Et j'aime pas les mous du gland en littérature, en sciences humaines. J'aime pas les mous du gland. J'aime pas les gens timorés, les fragiles, les hésitants, les gens aussi qui veulent un peu ménager la chèvre et le chou tout le temps, qui sont comme ça, tout en pondération parce qu'eux, ils veulent pas d'emmerde et tout. Je pense que la littérature d'aujourd'hui est malade de cela. Je pense que ce qui fait en partie que la littérature d'aujourd'hui est si mauvaise et stagne et si ennuyeuse, indigente, c'est que il n'y a plus justement de bataille littéraire, il n'y a plus de querelle littéraire, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de mouvements qui se confrontent les uns aux autres. Et s'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de confrontation, c'est ça aussi, ça dit quelque chose. Ça révèle que, enfin, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que les gens aient assez de conviction pour ça. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des confrontations, des combats, des rivalités intellectuelles? Il faut que les gens aient quelque chose à proposer, une esthétique, une vision de la littérature ou du monde, un système de pensée. Il faut quand même que ce soit assez élaboré, leur approche des choses, pour qu'ils aient quelque chose, entre guillemets, à défendre, à affirmer. Et de là, effectivement, quelqu'un d'autre en face qui fera de même, forcément, ça va aller au clash. Ça ne peut pas arriver, puisqu'on a affaire à des gens qui écrivent sur leur petite vie, sur leur petit nombril, qui passent leur temps à parler d'eux-mêmes, qui se sont repliés sur leur petit ego, qui publient chaque année une mise à jour de leur autofiction en façon blog. On peut en citer plein comme ça, hein. Voilà, hein. Aujourd'hui ils sont partis dans ce mode-là. Et forcément, du moment qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes, qu'ils considèrent plus l'art comme une affaire quasiment publique, et qu'ils n'ont plus de système de pensée à proposer, qu'ils n'ont plus de valeurs ou de mouvements littéraires ou d'esthétique à affirmer, du moment qu'il n'y en a plus un qui dit voilà, ça c'est la façon de faire, voilà ce que serait l'art, voilà ce qu'est la littérature, ça peut sembler arrogant, mais au moins ça pose un pavé dans la mare et le combat peut commencer et par effet d'émulation et de rivalité et de confrontation, l'art progresse et sort des chefs-d'œuvre. Mais aujourd'hui, tout le monde se fait des politesses, d'hypocrites, ou au contraire tristement sincères dans des émissions, vraiment des émissions de tièdes, des émissions vraiment de où on se fait chier, où tout le monde est caressé dans le sens du poil, tout le monde est célébré, voilà, comme le meilleur, comme génial, tout le monde se fait des compliments, se fait des courbettes. Les émissions comme ça, la Grenadine, la Mentalo,
façon François Bunel de la Grande Librairie, hein, que j'aime bien au demeurant. François Bunel, quelqu'un de très sympathique, justement, très sympa, il est, voilà, c'est un sympathique personnage, mais pour moi, ce genre d'émission, c'est le néant, c'est la mort de la vie intellectuelle, c'est la mort de ce qui est réellement pour moi l'art, la littérature, les sciences humaines. Ça fight pas, ça ne fight pas. Tout le monde est là en train de se faire des ronds de bouche, des politesses, se dire qu'il est génial. Ça manque tellement de profonde et radicale conviction sur les choses, d'une vision différente des choses, d'un peu de polémique, de tout ça, que forcément, bah, ça stagne. Alors oui, chacun vient faire sa petite promotion, vient raconter son truc, présenter son livre, puis voilà, chacun repart chez soi, on se fait la bise, on mange des petits fours, on boit du champagne, et puis on rentre chez soi, puis tout va très bien. Personne ne se dérange, personne ne se gêne, il y a des conflits d'intérêts autrement sinon, donc on fait tous un petit billet sympa. Alors parfois, il y a de temps en temps un petit fight, il y a comme des petits antagonismes dans ce milieu-là, attention. Tacitement, ils sont quand même tous très rivaux, ils ont quand même l'œil sur les ventes de l'autre, hein, on se jalouse, on se... Bien sûr qu'il y a un côté quand même, on va dire, un peu comment, voilà, un peu fausse au serpent, hein, voilà. L'expression tant utilisée et que j'aime tant par mon professeur, par mon maître Yves Ancel, se maintient. L'écrivain est un loup pour l'écrivain, hein. On dit l'homme est un loup pour l'homme chez Hobbes, le philosophe Hobbes. Et, euh, et comment mon maître disait toujours l'écrivain est un loup pour l'écrivain. Donc ça, c'est toujours assez vrai quand même, mais ça ne se manifeste plus suffisamment et plus vraiment, et ça reste quand même très relatif. Mais à une époque, l'écrivain est un loup pour l'écrivain, on l'a expérimenté d'une façon quasi physique. Et j'en reviens aux querelles. Une des querelles les plus célèbres de la littérature, parce que j'étais parti de là à un moment donné, j'improvise, hein, donc c'est un peu le bordel, désolé si je vais, je viens, je reviens en arrière, en avant, voilà, je vais un peu au fil comme ça, les idées, comment elles se déroulent, hein, c'est à la fois le charme et les limites de l'improvisation. Mais oui, il y a une querelle qui est restée la plus célèbre, hein. J'ai parlé de la querelle du roman de la rose, la querelle de la belle dame sans merci, la querelle des anciens et des modernes, la querelle du romantisme et des classiques. Mais une des querelles les plus célèbres, c'est la bataille d'Hernani, d'ailleurs qui s'inscrit plutôt dans la bataille des romantiques et des classiques, hein. Mais la fameuse bataille d'Hernani, hein, quand on dit bataille d'Hernani, ben c'est intéressant, bataille d'Hernani. Enfin, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la littérature, qui ne connaîtrait pas l'histoire littéraire, en tout cas pas à ce point-là, il entend bataille d'Hernani. Quand on entend pour la première fois bataille d'Hernani, on se dit bataille d'Hernani, mais c'est quoi? C'est la bataille il y a la bataille d'Azincourt, il y a la bataille de Marignan, il y a la bataille de Verdun. C'est quoi la bataille d'Hernani? C'est une bataille, c'est une guerre, je sais pas, quelle guerre ça. Mais c'est pas une guerre, hein, la bataille d'Hernani, c'est juste Hernani, la pièce de théâtre de Victor Hugo. Victor Hugo, en 1830, met en scène une pièce de théâtre considérée comme l'acte de naissance de ce qu'on appelle le drame romantique, qui fait complètement exploser les règles du théâtre classique, voilà, tel qu'on le connaissait, Racine, Corneille, tout ça et tout, qui était devenu sacro-sainte, voilà. Et dans le prolongement d'un avant-gardiste qui a toujours eu le tort d'être trop en avance sur son temps, et quand on a trop en avance, on a tort et on est tout seul, qui est Stendhal, qui avait écrit en 1818, hein, donc 12 ans avant, hein, un texte qui s'appelait Racine et Shakespeare. Justement, Stendhal prend fait et cause pour le romanticisme, ce qu'il appelle le romanticisme encore à l'époque, hein, qui est en gros le romantisme, hein, qui est en fait pour lui, non pas le romantisme comme nous on l'entend, l'ode au sentiment, à la nature, etc. Voilà le cliché qu'on se fait dessus. Pour lui, le romantisme, c'est tout ce qui est le contraire du classique, tout ce qui est moderne. Et le moderne pour Stendhal, c'est des textes qui s'adressent à notre époque. Quelqu'un qui écrit pour son époque est moderne et donc romantique, qui est dans le romanticisme. Voilà, donc pour lui, Racine, c'est ringard, Molière, ça fait plus rire personne. Oui, mais oui, quand aujourd'hui on se choque de quelqu'un qui dit de toute façon Molière ça fait plus rire personne, si tout le monde est là, oh, comment vous pouvez dire ça, mais ça va pas, mais vous n'avez rien compris, mais vous comprenez rien au théâtre, mais comment osez-vous insulter nos classiques, mais personne ne dit ça. Rassurez-vous, Stendhal en 1818, donc à peine 200 ans après Molière et déjà 200 ans avant nous, Stendhal dit clairement, noir sur blanc, Molière c'est chiant, ça fait rire personne, ça fait rire à une autre époque, mais nous ça nous fait plus rire aujourd'hui, et Racine c'est chiant. Stendhal le dit, hein. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, Stendhal est devenu à son tour un classique. Aujourd'hui, il y a des gens pour dire que Stendhal c'est chiant. Donc c'est un éternel recommencement tout ça. Mais Stendhal pour l'époque c'est rock'n'roll et c'est Racine qui est chiant. Et Stendhal dit il faut dépasser ce modèle-là, il faut dépasser Racine, il faut dépasser Molière. Les gars, il est temps de faire du théâtre pour les gens d'aujourd'hui. Ça faisait rire les arrière-grands-parents, les générations précédentes à perruque, Molière très bien, ça fait rire à l'époque, mais aujourd'hui les gars c'est fini, c'est chiant, faut passer à autre chose là. Donc ça c'est ce que disait Stendhal dans Racine et Shakespeare en 1818, vous vous rendez compte? Donc 4 ans avant De l'amour et 12 ans avant Le Rouge et le Noir, parce qu'en 1830, la même année où il y a la bataille d'Hernani, eh bien il y a Le Rouge et le Noir qui paraît.
hein. Donc on est juste au moment où on va basculer dans la monarchie de Juillet, hein, en plus, hein. Donc c'est la fin de la Restauration, on passe dans la monarchie de Juillet, qui va tenir jusqu'en 1848, avant une autre révolution, celle de 48, qui mènera à la Seconde République, qui elle-même s'effondrera, puisque les gens vont avoir la naïveté, la bêtise, délire, Louis-Napoléon Bonaparte comme président, hein, et forcément descendant de Napoléon, hop, coup d'État, et puis Second Empire, et paf, jusqu'en 1870, bataille de Sedan, hop, Commune de Paris 71, et puis hop, enfin, retour de la République, hein, la Troisième République. Et là, on entre dans l'ère de la Belle Époque de Proust, tout ça tout droit jusqu'en 1914, Première Guerre mondiale, hein, puis voilà, la suite, hein, je vous l'épargne. Voilà. Vous voyez, c'est des dates comme ça, clés comme ça qu'il faut connaître, parce que les écrivains se sont retrouvés pris dans ces contextes politiques et historiques-là, très chargés, mais qui ont fortement influencé les œuvres et les mouvements littéraires. Et les mouvements littéraires sont toujours politiques, hein. Donc du coup, c'est bien de connaître les périodes, parce qu'ils se positionnent par rapport aussi au mouvement, généralement, par rapport enfin, à l'histoire et au régime établi. Euh, Bref, et donc la bataille d'Hernani, auquel il y a une très subtile allusion dans le Rouge et Noir, hein, 1830 encore une fois. Voilà, c'est le manifeste romantique de Victor Hugo, hein, comme la préface de Cromwell aussi, hein, Cromwell est une autre pièce de Victor Hugo, et la préface de Cromwell très célèbre, hein, le sublime et le grotesque, etc. Donc ça c'est de la théorie littéraire, hein, c'est des préfaces comme ça où les écrivains en profitent pour affirmer leurs idées, leur vision des choses, leur idéal littéraire ou esthétique. Et la bataille d'Hernani, ça a été entre guillemets un vrai massacre. Les gens venaient en découdre. Il y a toute une jeunesse qui est derrière Victor Hugo, hein, c'est la jeunesse qui est avec Victor Hugo, hein, c'est vraiment la jeunesse romantique qui émerge. Et puis il y a les anciens qui bougonnent, qui râlent, qui disent que c'est un scandale, c'est une insulte au théâtre. Et les gens sont tellement vénères, ben, ils ne se contentent pas de s'insulter, d'être énervés, de siffler, ils en viennent aux mains, et ils viennent pour se péta, ils viennent pour se casser la gueule, les gars. Théophile Gautier est très fier de raconter que quand il était jeune, il est venu voir Hernani et il est venu en gilet rouge, hein, le fameux gilet rouge. Alors c'est pas les souliers rouges de la comtesse de Guermantes dans La Recherche du temps perdu, hein, troisième volume. C'est le gilet rouge des romantiques en fait, hein. Je vous ai dit qu'il y avait une façon de s'habiller romantique ou classique qui vous connotait, qui vous plaçait dans la mêlée, dans la bataille, hein. De même dans un match, les joueurs ont un maillot qui est évidemment de couleurs différentes pour distinguer les deux équipes. De même que dans une guerre, eh bien, forcément, il y a des tenues, des uniformes différents selon les armées, hein. La tunique rouge des Anglais, les bleus, hein, les poilus, hein, les habillés en bleu. Eh bien, de même, dans une bataille littéraire, dans une bataille intellectuelle, on s'habille d'une certaine façon qui marque le mouvement, un peu comme en musique, hein. En fait, après, c'est marrant, c'est un peu en musique tout ça que c'est arrivé. Vous voyez, en musique, il y avait les punks, hein, le mouvement punk, etc., avec des liens musicaux, tout ça. Il y a le hip-hop. En hip-hop, hein, voilà, il y a une certaine façon, il y a un dress code hip-hop pour montrer qu'on est rallié au mouvement hip-hop, au rap, etc. Le rock'n'roll aussi, le métal, hein, s'habiller de façon métal, le métalleux, hein, donc s'habiller avec du cuir, en noir, etc. Éventuellement les bagues armures et tout. Je le sais parce que moi j'ai eu ma patte un peu métalleux, hein, je peux tout vous dire, hein. Moi, vous voyez, comme quoi, hein, descendant du romantisme, etc. et tout, hein, mes cheveux longs, voilà, habillé en noir et tout. Puis c'est un look que j'aime bien aussi, sincèrement, hein. Mais pour vous dire que tout ça c'est connoté, ça vous fait prendre position artistiquement et intellectuellement en société. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est un peu perdu en littérature. Aujourd'hui, on peut plus reconnaître qui lit quoi selon comment il s'habille. Mais à l'époque, on s'habille à la Werther, par exemple, hein. On s'habille avec l'habit vert de Werther. On s'habille voilà, avec le gilet rouge donc, de Théophile Gautier pour la bataille d'Hernani. On s'habille en noir. Enfin, il y a tout comme ça un dress code idéologique qui nous positionne. Et donc, bah, les gens en venaient vraiment aux mains. Et Théophile Gautier, ce jour-là, il est venu pour se battre, hein, en quelque sorte. Ils savent qu'on va en venir aux mains, qu'on va devoir interrompre la pièce et que les gens vont se foutre sur la tronche. Et qu'il y a une vraie bataille, c'est pas une bataille seulement idéologique. Il va falloir aussi qu'une des deux armées gagne physiquement la bataille, vous voyez, l'emporte sur l'autre. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, donc ça on l'a un peu perdu aujourd'hui. On se dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais on en venait aux mains pour des poèmes et des pièces, mais comment c'est possible? Mais non, mais c'est tellement superflu, ça vaut pas le coup. Alors ça, certains vont dire effectivement oui que ça vaut pas le coup, que heureusement qu'on fait plus ça parce que c'était bien superficiel, c'est bien dommage en venir aux mains pour ça, que c'est jamais bien d'en venir aux mains, un peu comme entre supporters en fait, hein. Oui, certains diraient bah, c'est un peu comme au sport en fait, les supporters qui se foutent sur la gueule, Paris on t'encule quoi, on connaît, hein, le fameux, hein. Voilà, et donc bah, que du coup les supporters en viennent à se foutre sur la tronche, ah, bah, c'est pas bien, les violences dans les stades, ça interrompt les matchs, tout ça. Mais on est une société moins violente qu'à l'époque. À l'époque, c'est vrai que la violence n'est pas vue toujours de la même façon. On considère
considère que ça fait partie des choses, en fait. On se bat pour l'honneur, etc. C'est mieux vu. Aujourd'hui, effectivement, on est très vite impressionné et rebuté par la violence. On est très vite choqué. Voilà. Alors après, hein, peut-être pour le mieux, hein, c'est pas bien non plus de se faire mal quand on tue carrément des gens, tout ça, c'est quand même pas très bien. Mais c'est parce qu'en fait, on fait passer la vie et le respect de la vie devant les idées. Hein, parce qu'au passage, il y a aussi des répercussions parfois sur les politiques sanitaires. Hein, voilà, hein, si on considère que les principes passent derrière la vie individuelle, forcément, on est prêt à déchirer la société, à monter les gens les uns contre les autres pour que des gens ne meurent pas. Hein. Donc, les gens sont en vie. Tout le monde se déteste, mais les gens sont en vie. Donc, c'est ce qui compte. Voilà. Là, en fait, il y a un côté, les idées d'abord, les principes d'abord, les valeurs, l'honneur d'abord. Voilà, bon, c'est une autre façon de penser qui a permis à des gens d'aller à la guerre aussi, de dire ça vaut le coup de faire cette guerre, ça vaut le coup de se battre pour ça. Bon, évidemment, c'est plus motivant de se battre quand on sait qu'on se bat contre le régime nazi, contre le Troisième Reich, et qu'il y a un vrai enjeu sur l'avenir de la planète, que de se battre entre pays pour des histoires de territoire et de vieilles rancunes, ce qui fait qu'il y a des guerres beaucoup plus démotivantes, on va dire, compliquées à mobiliser. Voilà, mais là, ça, là, du coup, les gens ils croyaient, ils se battaient vraiment quelque chose en quoi ils croyaient qui était important pour eux. Il y avait des vrais enjeux. On peut trouver ça encore une fois dommage, lamentable. On peut aussi trouver ça classe et puissant conceptuellement. Et aussi trouver que c'est presque sain, que ça fait partie en fait de la bonne santé, de la bonne vigueur intellectuelle d'une société. Si on en est à se foutre sur la gueule pour des poèmes et des pièces de théâtre, c'est qu'on n'est pas à se foutre sur la gueule pour autre chose, par exemple pour des histoires de jardins, de territoires, de propriétés, etc. Donc c'est aussi un suprême de civilisation quelque part. C'est un suprême de civilisation de dire qu'on se bat pour des poèmes et pour du théâtre. Vous vous rendez compte à quel point on s'est éloigné de l'homme primitif qui se battait à la rigueur pour un morceau de viande. Là, on en est à se battre pour des poèmes et de la littérature et de l'art. Donc moi, je trouve que c'est plutôt classe. Et que ça manque, encore une fois, ça manque peut-être à la vie intellectuelle française pour qu'elle retrouve un peu de vigueur, un peu de bonne santé, un peu de puissance. Donc moi j'appelle ça limite de mes voeux le retour comme ça des querelles, ne serait-ce que même symboliquement, à la force de la plume, hein, pas forcément de se battre physiquement, mais à la force de la plume. Et pour vous dire que du coup voilà, on retrouve ça aujourd'hui dans les stades, dans le sport, et que c'est un peu le même principe. Donc à l'époque on en découle carrément physiquement, mais évidemment bien sûr la bataille elle se passe essentiellement dans les articles, dans les lettres, à la plume à la main quoi. Et on se taille, ce qu'on appelle l'éreintement. À l'époque, le terme, c'est l'éreintement. Hein. On se fait éreinter, on éreinte les autres, on fait de l'éreintement. C'était le terme utilisé, technique littéraire. Hein, voilà, il fallait pouvoir éreinter l'autre, mais aussi voilà, savoir recevoir les éreintements hein, et y répondre. Et donc, voilà, et donc défendre son camp, défendre ses idées, sa sensibilité, euh, et entre guillemets, au péril de sa vie physique ou alors sa vie sociale. Voilà, donc c'est pas dépourvu d'un certain courage et du coup ça met à l'épreuve la sincérité des idées, la conviction. Euh, donc voilà. Donc non, moi c'est vrai que moi ça met vraiment en pièces ce préjugé comme quoi le monde des sciences humaines serait un monde pacifiste, bisounours, de grands sages qui sortent jamais d'eux-mêmes, qui ont le contrôle de leurs émotions, qui sont au-dessus de la mêlée, qui sont pas comme les sauvages et les brutes et tout. C'est tout le contraire, c'est des êtres humains, c'est des gens, déjà des humains bien sûr, mais en plus des gens passionnés, des gens d'émotion, des gens qui croient en ce qu'ils disent, qui ont des idées précises sur à peu près tout. Les intellectuels, c'est leur métier de penser. Donc ils ont une idée sur à peu près chaque chose. Arrêtez quasiment. C'est pas au sens qu'ils peuvent pas changer d'avis, mais au sens que sur l'instant, la vie qu'ils ont, ils y tiennent, ils y croient et se battraient pour lui. Et que l'avis de l'autre peut les agresser ou les agacer. Et du coup, là, il y a une confrontation qui arrive. Et faut pas forcément s'en décevoir, s'en désoler, pour les raisons que je viens d'expliquer, que c'est bon signe. Mais aussi parce que on peut en venir en fait à cette idée hein, qui a fait date, hein, cette citation qui est très connue, hein, au point qu'on ne sait même plus qui l'a dit d'ailleurs, hein, parce que c'est pas un auteur connu qui a dit ça, hein, mais ça a été beaucoup repris depuis. On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Vous connaissez cette phrase hein, sans doute. Hein. On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. On peut l'élargir en général à peu près tout. Voilà, on peut l'élargir en fait à l'art en général. On ne fait pas de bon art, de bonne œuvre d'art avec des bons sentiments. Et il y a eu des grands représentants de cette idée dans l'histoire littéraire quand ça commençait à se perdre, parce que de tout temps, il y a eu, à l'opposé des gens qui aimaient se battre et en découdre et qui avaient des convictions, des gens qui ne voulaient pas faire ça et qui étaient plutôt dans l'idée qu'on allait faire de la littérature bien pensante. Il y a toujours eu de la bien-pensance, vous savez. Hein, et le terme bien-pensant, on le rencontre beaucoup chez Proust, par exemple. Déjà, il y a un siècle, Proust, il parle beaucoup de bien-pensance. Donc la bien-pensance, elle a toujours été là et elle a pris de plus en plus de place parfois. Et donc, il y a toujours eu des gens comme ça qui ont préféré la bien-pensance, qui ont préféré ne pas faire de vagues, raser les murs,
aller dans le sens de la société, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut penser, pour flatter les goûts de l'époque, pour flatter les idées de l'époque, pour se faire un maximum d'amis, de lecteurs. Voilà, il y a toujours eu ça, hein, ça a toujours existé, ça fait partie voilà, des prises de position, des façons d'agir. Des gens aussi qui avaient une littérature moins clivante, c'est-à-dire que eux-mêmes, sincèrement, leur façon d'écrire n'était pas aussi positionnés sur le plan idéologique. En fait, c'était des gens qui voulaient juste raconter des histoires et des histoires populaires qui plaisent, et du coup, ils sont un peu hors de la mêlée. Un peu les équivalents des Musso et des Lévy d'aujourd'hui, hein. Ils pondent leurs livres chaque année, leurs petites histoires, ils font rêver des lectrices, hein, c'est essentiellement des lectrices, là, faut quand même le dire. Voilà, avec leurs histoires d'amour, ou alors avec leurs histoires palpitantes, leurs thrillers, etc. Et puis voilà, c'est qu'ils font pas de mal, ils font pas de bien, mais ils font pas de mal non plus. Ils sont là, quoi, voilà. C'est une littérature, alors ce que Stendhal opposait, hein, vous voyez, comme quoi, encore une fois, hein, les prises de position, la littérature pour femmes de chambre et la littérature pour femmes de salon. Et Stendhal disait que lui, il écrivait pour les femmes de salon, pas pour les femmes de chambre. Alors oui, c'est connoté, c'est violent, hein, voilà, mais c'est tout à fait ça. Il dit qu'il y a les romans pour femmes de chambre, c'est des romans pleins de facilité, avec des rebondissements faciles, c'est bas de plafond au niveau des intrigues, c'est pas très bien écrit. Et puis les romans pour femmes de salon, c'est des romans qui ont des idées, qui portent leurs convictions, qui en même temps sont palpitants aussi, mais qui ont un souffle idéologique et un beau style, etc. Et voilà, et donc lui, il disait qu'il rêvait d'être lu par les femmes de salon, et non pas par les femmes de chambre, quoi. Donc il n'aime pas la littérature facile, la littérature, le roman de gare, les trucs mal écrits, les trucs avec des rebondissements grossiers, qui flattent les goûts des gens. Voilà, ça a toujours été contre ça que les classiques enfin ceux qui ont été devenus des classiques se sont inscrits. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a des littératures forcément moins clivantes que d'autres. Et du coup, ben, souvent qui étaient détestés par les autres écrivains, parce qu'ils considéraient que du coup c'était de la flotte en fait, c'était de la grenadine, de la flotte. Et Baudelaire est un de ceux qui s'est le plus opposé à ça. Il a écrit un texte excellent qui s'appelle Des drames et des romans honnêtes, hein, vous pouvez le lire, c'est très court. C'est genre très court, je veux dire 5-6 pages, hein, c'est un article, hein. Et Des drames et des romans honnêtes, c'est un excellent texte de Baudelaire justement qui s'en prend, bah, comme son nom l'indique en fait, hein, au drame, donc en gros les pièces de théâtre, et les romans honnêtes. Et en fait, Baudelaire explique que il y a une imposture là-dedans, parce qu'il dit qu'en fait c'est tellement facile, comme il dit, que deux coquins s'associent, deux coquins, hein, donc deux mauvaises personnes s'associent pour écrire le meilleur roman honnête. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que de même qu'il ne faut pas conclure en lisant un roman un peu scandaleux, un peu polémique, un peu scabreux, un peu qui cogne un peu, en tirer des conclusions erronées sur son auteur, en concluant que du coup c'est quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais, qui n'a pas de moralité, qui n'a pas de valeur. Évidemment, il faisait allusion aux gens comme lui, sur qui on a des préjugés. Et bien de même, il ne faut pas tirer des conclusions sur la moralité d'un auteur qui a pondu une œuvre bien pensant, bien comme il faut, toute gentillette, etc. Peut-être que c'est un connard, un salaud, qui a juste compris ce qu'il fallait dire pour passer pour quelqu'un de bien, qui a compris ce qu'il fallait dire pour avoir du succès, pour aller dans le sens de l'opinion, de la doxa. Et donc il disait qu'il ne fallait pas du coup voilà, trop tirer de conclusions hâtives. Et c'est on ne peut plus vrai. Beaucoup de gens qui ont pondu parmi les livres qui étaient les plus bien pensants et bien comme il faut de l'époque étaient en fait des gens pas si bien que ça. Et Baudelaire, qui a eu un procès avec les Fleurs du Mal en 1857 quand il a publié, qui avait une réputation sulfureuse, était en fait quelqu'un de beaucoup plus sain qu'on ne croit, qui n'était pas si scandaleux que ça, quelqu'un qui avait des valeurs, des principes qui étaient presque plus proches du stoïcien par moment voilà, que de l'épicurien. Je vous renvoie au texte de Sartre sur lui, hein, le Baudelaire de Jean-Paul Sartre qui est magnifique. Je vous renvoie à ses amis, les biographies de ses amis, Charles Asselineau, Théophile Gautier, Eugène Crépet. Je vous renvoie, enfin voilà, toute la bibliographie baudelairienne, hein, je la connais, je pourrais vous la citer et j'en reparlerai à l'occasion. Je pense que je vous en ferai une présentation. Puis bon, il y a le docu-fiction Baudelaire House peut-être un jour, mais en tout cas, voilà, voilà, parfois il y a un décalage tel entre l'œuvre et l'homme que du coup, faut pas faire trop d'amalgame trop vite parce qu'on peut se tromper, on peut être induit en erreur et prendre pour des gentils ceux qui ne sont pas tant que ça et prendre pour des méchants ou des gens malsains, des gens qui n'étaient pas tant que ça, voilà, qui n'étaient pas à l'image forcément de leur œuvre. Et même leur œuvre parfois était même incomprise, était plus morale qu'on ne croit. Et Baudelaire défend la moralité des Fleurs du Mal. Il l'a défendu à son procès, mais il la défend dans des préfaces qu'il n'a jamais publiées, qui sont magnifiques, excellentes. Il explique très bien à quel point Les Fleurs du Mal, c'est une œuvre qui, même moralement, ne dérange pas. Oui, il y a des poèmes choquants, sulfureux, etc. Mais il le dit très bien, il dit « Comment voulez-vous qu'on parle du mal sans le montrer, le mal? Comment voulez-vous qu'on parle de sexualité sans faire de la sexualité? Comment voulez-vous qu'on parle de violence sans faire de la violence? On ne peut pas aborder ces choses-là sans les montrer. Donc en fait, on est obligé d'aller sur le terrain du mal, en fait. » Et aussi, il tenait à l'idée que l'art est au-dessus de la morale, l'art n'a pas de compte à rendre à la morale sociétale, et qu'on peut faire du beau avec du laid avec du beau. Enfin, c'est tout le manifeste, le parti pris esthétique des Fleurs du Mal qui est magnifique, qui est tellement encensé aujourd'hui, mais pas du tout pris en compte. Moi, j'adore les gens qui vous disent qu'ils adorent Baudelaire.
mais qui n'ont rien compris à sa démarche artistique, et la preuve en est, ils vont être ceux qui disent ouais, faut interdire telle œuvre, c'est immoral, ouais, faut interdire tel mec, il a fait ça, c'est immoral. Bah, tu dis que tu es fan de Baudelaire. Bah, Baudelaire, exactement ce qu'il disait, c'est le contraire de ce que tu dis. Donc tu es contre les idées de Baudelaire, donc tu n'as rien compris à ce qu'il dit et à son œuvre. Donc c'est bien la peine après de vanter, ouais, je suis baudelairien, j'adore Baudelaire. Bah, dans ce cas, commence par comprendre ce qu'il raconte, à être en adéquation avec sa pensée d'artiste et sa prise de position, et après on verra. Pour moi, ça me fait l'effet de quelqu'un qui dirait qu'il est fan de Zola, qu'il est fan du J'accuse de Zola, mais qui est antisémite. C'est la même dissonance pour moi. Je fais, bah, c'est pas possible en fait. Enfin, je réfléchis, t'es antisémite, mais t'es en train d'encenser Zola. Et Zola, voilà, enfin, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, non, voilà, c'est que Baudelaire là-dessus a été un de ceux qui a le mieux défendu cette idée que l'art, c'était pas comment faire des ronds de bouche, c'était pas raser les murs, c'était pas s'excuser, c'était pas faire le bien pour le bien, c'était pas la bien-pensance, c'était pas flatter les goûts du public, c'était montrer la laideur s'il le fallait, c'était jouer avec les notions de bien et de mal, par-delà le bien et le mal, justement, bien avant Nietzsche. C'était comment ouais, une forme d'engagement et parfois de provocation et de polémique, et qu'il fallait pas se fier aux apparences, qu'on pouvait être quelqu'un de très bien, et même qui est au service du bien et de la vertu et de la morale, tout en justement montrant de façon crue et réaliste le combat entre le bien et le mal. Baudelaire est quelqu'un de manichéen, hein. Baudelaire, malgré la beauté dans le mal, comment la laideur dans le bien, euh, c'est quelqu'un quand même qui a une vision parfois assez manichéenne des choses, hein. Il croit au diable, il croit en Dieu, il le dit tout le temps d'ailleurs, il dit que Baudelaire dit détester ceux qui veulent nier l'existence de l'enfer. Il dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, phrase qui sera reprise ensuite par Bryan Singer dans le célèbre Usual Suspect, hein, le film Usual Suspect. La phrase accolée à Kaiser Soze, le personnage du film, c'est la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ça, c'est une des phrases préférées de Baudelaire. On la trouve tout le temps chez Baudelaire, hein, dans Le Joueur généreux, dans Le Spleen de Paris. On le trouve dans ses lettres, dans ses écrits. Baudelaire était obsédé par cette idée que les gens qui voulaient à tout prix défendre que l'être humain était bon profondément, qu'il n'y avait pas de mal dans l'être humain, étaient en train de nier l'existence du diable et que c'était la plus belle ruse du diable que cela. Et qu'il fallait au contraire reconnaître l'existence du mal en l'être humain et que c'était paradoxalement être quelqu'un de. Enfin, aller faire un pas de plus vers le bien que d'admettre qu'on avait du mal en nous que de le nier. Et donc il n'aimait pas les bien-pensants, les gens, les vierges effarouchées, les oies blanches, les naïfs, tout ça, qui voulaient tellement se convaincre que l'être humain était quelqu'un de bien, et voulaient à tout prix toujours le bien, le bien, le bien, et faire de la morale un peu comme ça, des bondieuseries et tout, que ça en devenait contre-productif et nuisible, et plus mal encore que ceux qui s'attaquaient à des sujets d'immoralité, de mal, qui attaquaient de front la notion de l'alcoolisme, la violence, etc. Donc voilà, ça explique beaucoup l'esthétique de Baudelaire, et vous voyez, là du coup on est vraiment dans la prise de position, et justement quelqu'un qui montre par son œuvre entière que oui, l'art c'est violent, l'art est un sport de combat, oui, l'art, la vie intellectuelle, les sciences humaines, c'est un endroit en fait où il y a de la confrontation, de la violence, mais que c'est, il faut pas s'en désoler et que c'est pas si mal que ça. Que si on comprend bien comment ça fonctionne et quel est le principe, c'est plutôt une bonne chose, c'est bon signe, c'est l'essence même du truc. Et donc, faut pas y voir une déception, genre, ah bah je crois que c'était des gens qui valaient mieux que ça, qui étaient un peu au-dessus de tout ça. Mais s'ils étaient que dans les bons sentiments, vous voyez, les bons sentiments, ça crée de la bien-pensance. Les bons sentiments, c'est croire qu'on est au service du bien, mais au fait, au fond, c'est tellement naïf, c'est tellement niais, c'est tellement complaisant, c'est tellement aller en fait dans le sens de la petite morale, de voilà, gentillette, que ça en devient contre-productif en fait, et que du coup, ça rend même pas service en fait à la morale. Voilà, donc c'est intéressant cette idée. Donc oui, bien sûr, cette forme de violence et cette forme les zones d'ombre qui jalonnent les sciences humaines et la littérature, c'est une bonne chose. C'est une preuve de vigueur et de bonne santé intellectuelle et morale. Et que du coup, il ne faut pas faire voilà, de raccourcis sur les œuvres des écrivains. Et que on peut être quelqu'un qui justement se bat intellectuellement pour de nobles idées, de belles valeurs, mais qui du coup va utiliser toutes les armes qu'il a à sa disposition, voyez, des armes, quitte à être violent et offensif et caustique pour les défendre, justement parce que ce sont des valeurs qui lui tiennent à cœur et qui lui semblent importantes. Il vaut mieux ça que quelqu'un qui se montre tout gentillet, qui veut pas déranger, qui veut pas choquer. Et du coup, en fait, en faisant cela,
il rend presque service au mal. Il nie le diable et du coup, c'est la plus belle ruse du diable, il lui permet d'exister. C'est pas en tournant le dos aux phases sombres de l'humanité qu'on la rend meilleure et qu'on en parle bien et qu'on va vers le mieux et qu'on est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est aussi quelqu'un qui accepte ses parts d'ombre, qui les regarde en face et qui pour cela, du coup, c'est mieux vivre avec, les ménager et oui, voilà, composer avec. Et les personnes qui veulent à tout prix être raser les murs, voilà, tombent dans l'hypocrisie. Voilà, et ça c'est un des pires mots, voilà, pour Baudelaire et pour d'autres, hein, voilà, l'hypocrisie, même pour Alceste, hein, chez Molière, hein, dans le Misanthrope. Et ils tombent dans l'hypocrisie, ils tombent dans le déni, ils tombent dans les faux semblants. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Ce qui peut arriver de pire, c'est qu'on tombe du coup dans le mensonge, on tombe dans la vanité. Et voilà, et donc cette mollesse voilà, est vue très négativement. Donc il ne faut pas du coup se désoler de cette violence dans l'art et surtout ne pas juger trop rapidement les écrivains qui étaient particulièrement en fait caustiques, agressifs, qui se sont attaqués à des sujets difficiles ou polémiques, parce que justement, eux, ils se sont pas cachés derrière des bons sentiments. Ils n'ont pas fait de littérature avec des bons sentiments, et on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. La bonne littérature peut porter de belles valeurs, mais elle ne va pas les porter forcément avec des bons sentiments. Des belles valeurs n'ont pas forcément avec des bons sentiments. Les belles valeurs, on peut aussi les défendre avec caractère, avec conviction, avec une certaine violence. Et c'est comme ça aussi qu'on leur rend justice et qu'on fait des grandes œuvres du coup. Parce que ce sont les œuvres qui ont de la conviction, qui s'affirment, qui ont du courage intellectuel, qui foncent dans le tas, qui ont du caractère. Et les œuvres qui veulent faire trop dans le bon sentiment, elles ne peuvent pas être bonnes, ça ne peut pas être de la bonne littérature, parce qu'elles s'excusent tout le temps à chaque page dès qu'il y a un mot plus haut que l'autre, parce qu'elles manquent d'agressivité, elles manquent de caustique, elles manquent de conviction. Et elles sont faibles du coup en quelque sorte et elles manquent de résonance et elles manquent de tempérament et de conviction, voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est une vraie enfin ça rend vraiment justice voilà comment à cette violence en fait inhérente à ce côté sport de combat. Et oui, quand on dit sport de combat, en même temps aussi, on pourrait relativiser cette violence parce que, oui, un sport de combat, ce qui est intéressant, c'est que les sports de combat, bon, il y en a certains des violents, hein, voilà, plus ou moins selon les règles, hein, voilà. Mais il y a des règles dans les sports de combat. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a un sens de l'honneur et du fair play. Donc même si c'est violent ce qu'on voit, hein, on va prendre l'exemple le plus célèbre, le plus visuellement connu, hein, la boxe, hein, avec Rocky par exemple, hein, on va passer par le cinéma, pour les gens qui ne sont pas très sport comme moi, mais qui ont des référents comme ça, voilà, Rocky, bon, il s'en prend plein la gueule, il y a des, voilà, comment, il y a des bleus, il y a des blessures, bon, ça transpire, voilà, c'est violent, c'est du sport de combat, mais c'est du sport. Hein. Il ne s'agit pas de se tuer, il ne s'agit pas d'être malveillant, il ne s'agit pas d'aller jusqu'à l'acharnement. Il y a des règles, il y a un règlement, il y a un arbitre. Et donc, oui, ça tape, il faut y aller, il faut taper. Mais en même temps, il y a quand même un code d'honneur aussi. Hein. Alors, parlons même pas du judo, hein, de tous les sports de combat asiatiques où il y a clairement un code d'honneur et tout. Hein, le bushido, hein, ce qu'on appelle le bushido en japonais, hein, le sens de l'honneur aussi carrément. Hein, voilà, bon là qui va un peu plus loin parce que ça peut aller jusqu'à se faire harakiri. Hein, le bushido peut exiger la harakiri. Hein, voilà, bon, pour les gens qui aiment bien le Japon, tout ça, voilà, on va pas trop s'étendre là-dessus. Mais voilà, donc bon, il y a oui, l'art, la littérature, hein, pour rester là-dedans, mais l'art en général, hein, mais le monde intellectuel, la philosophie, ça cogne. Oui, ça cogne. Ça tape dur, ça cogne. Et donc, oui, ça tire à balles réelles aussi, hein, il y a cette expression, ça tire à balles réelles ici. Bah, voilà, qui reste comme une exagération, c'est une hyperbole. Hein. C'est une hyperbole, ça tire à balles réelles, parce que non, il n'y a pas des vraies balles, bien sûr, qui vont surgir de la page et vous transpercer et vous tuer. Hein. Mais ça tire à balles réelles, l'image est forte, effectivement, l'expression est éloquente, parce que oui, ça flingue. Il ne faut pas s'étonner, il faut déjà pas s'en étonner, déjà d'une. Ensuite, il ne faut pas s'en désoler, de deux. Et il faut même aller jusqu'à trouver ça normal, de trois, voire même sain, de quatre. Et du coup, apprécier même de 5, réussir à trouver ça, en fait, à y trouver du plaisir à lire ça, trouver ça amusant, divertissant, parce que vraiment, il y a un côté jubilatoire. Moi, je lis des pages d'écrivains, ça me fait marrer, rien que le sens de la formule, l'éloquence, le mot qui casse, l'épigramme. Il y a un côté rigolo, on se marre, on se dit, oh putain, trop bien, oh non, excellent, mais ah oui, ça cogne quoi, waouh, c'est pas mal, bien trouvé la formule, là, ça, attends, il l'a bien rhabillé pour l'hiver, là. Vous voyez, donc, il y a un côté déjà divertissant, c'est juste sympa à lire, c'est marrant à lire. Mais il y a aussi un côté jubilatoire, si vous êtes soit d'accord, soit pas d'accord. Parfois, c'est vous qui prenez la balle perdue. Hein. Parfois, ça s'attaque à quelqu'un qui vous ressemble. Et il faut être fair play. Et vous voyez, là, ça renvoie du coup à l'idée que
la littérature, l'art, les sciences humaines, c'est savoir donner les coups, bien sûr, c'est savoir les donner. Alors soit les donner soi-même, si on est auteur, etc. Soit apprécier de les donner avec un écrivain qui parle pour nous, c'est-à-dire qu'un écrivain avec lequel on est d'accord. Moi je sais qu'avec Baudelaire, on a pas mal cogné, on a cassé pas mal de gueules ensemble, parce que je suis souvent d'accord avec Baudelaire, donc les gens à qui il s'attaque, généralement c'est ceux à qui je voudrais m'attaquer. Donc souvent en fait, voilà, je suis solidaire des baffes qu'il donne, mais parfois aussi c'est savoir aussi recevoir les baffes, recevoir les coups. Moi j'ai lu des philosophes qui étaient plutôt contre ma façon de penser et de voir, et c'est moi qui étais visé par leur texte, c'est moi qui étais dans les coups. Parfois c'est arrivé avec Baudelaire, très rare fois, c'est rare, hein, mais c'est arrivé une ou deux fois que Baudelaire soit plutôt contre les gens comme moi. C'est par exemple qu'il s'en prend par exemple à ceux qui ne boivent pas d'alcool et qui ne boivent pas de vin. Et Baudelaire dit on ne saurait trop se méfier de ceux qui ne boivent pas de vin, qui ne boivent que de l'eau, et ils ont forcément quelque chose à cacher. Oui, il faut le prendre avec humour en fait, il ne faut pas le prendre. Alors, sauf peut-être mal le prendre, et dans ce cas, lui répondre, et puis pas hésiter à aller sur le ring. Mais il faut aussi parfois savoir recevoir les coups avec élégance et amusement, et voilà, avec savoir recevoir le truc, quoi. Et moi, j'ai trouvé cette phrase marrante. J'ai dit, c'est excellent, et trop marrante cette phrase, quoi. On ne saurait trop se méfier de ceux qui ne boivent pas de vin et que de l'eau. Ils ont forcément quelque chose à cacher. Ils sont pas nets, ces gars-là. Voilà, je trouve ça très marrant comme phrase, comme idée. Euh, voilà, donc bon, là c'est pas encore très grave, mais c'est vrai que parfois il faut pas hésiter en fait à savoir recevoir les coups, quoi. Ça fait partie aussi en sport de combat, il faut savoir donner, il faut savoir les recevoir, il faut savoir se défendre, il faut savoir pas tomber à terre et pas se chier dessus dès qu'on se prend une baigne, quoi. Et on va s'en prendre des beignes en littérature, en art, aucune chance de traverser le champ de bataille, les textes, sans être à un moment donné celui qui est visé par une attaque, celui qui se prend un tacle. Et il faut savoir, alors soit y répondre, si on veut y répondre, imaginons que l'auteur est encore vivant, je sais pas quoi, avec, alors soit avec force égale, c'est-à-dire pas hésiter, du coup, ok, on se prend le coup, et puis bah, du coup, le renvoyer, hein, ne pas tendre forcément l'autre joue, soit simplement le recevoir. Si l'auteur est mort, bah, vous n'allez pas vous engueuler avec lui, sauf si vous voulez faire peut-être une critique de ce texte-là, vous lui répondre, en fait, on va dire, on peut répondre à un auteur, même s'il est mort, hein, faire un texte de réponse, une lettre ouverte ou je sais pas quoi, juste pour le kiff. Mais en tout cas, il faut savoir recevoir les coups. C'est aussi important, sinon plus encore, que de savoir les donner. Il faut vraiment avoir cet art de recevoir les coups, d'avoir la bonne attitude, de ne pas aussi se laisser fragiliser plus que ça. Parce qu'en fait, il y a des gens comme ça aussi, ça leur fait peur les textes littéraires ou classiques parce qu'ils savent que certains du coup sont au courant que ça tape un peu et ils ont peur en fait d'être jugés par tel écrivain, de se prendre une baffe. Et il ne faut pas avoir peur en fait. Si vous êtes si sûr de vous que ça, si vous êtes confiant, et ça arrive souvent au salon 111 hein, que je co-anime avec mes amis, et on en parle souvent parce qu'en fait on lit les auteurs. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Et vous voyez, il ne faut pas avoir peur de ne pas être d'accord avec un écrivain et de croire tellement nous-mêmes en nos propres idées qu'on peut aussi l'envoyer sur les roses et savoir du coup lui répondre. Pour ça, du coup, il faut avoir assez aussi soi-même d'idées, de convictions pour savoir là où on n'est pas d'accord et avoir des arguments contraires. Et voilà, et parfois on n'est pas d'accord avec un Rousseau, parfois on n'est pas d'accord avec Voltaire. Moi je déteste Voltaire, j'aime pas ses idées, j'aime pas sa façon d'être aussi. Bien, j'essaie d'identifier ce avec quoi je suis pas d'accord, ce qui ne va pas selon moi chez lui, ce qui est mal fait ou mal écrit. Et du coup, je peux rétorquer, je peux répondre, je peux riposter. Il ne faut pas avoir peur des grands écrivains. C'est pas parce que c'est Voltaire, c'est pas parce que c'est Baudelaire, c'est pas parce que c'est Zola, c'est pas parce que c'est Hugo qu'il faut s'écraser, qu'ils ont forcément raison, ou qu'il ne faut rien dire, ou qu'on ne peut pas avoir des avis contraires et qu'on ne peut pas réagir. Et du coup, à notre tour, en tant que lecteur, voire auteur, eh bien, à notre tour, on cogne, on rend coup pour coup. Il ne faut pas hésiter à rendre coup pour coup. Et, et en fait, savoir en fait comme ça riposter. Et ne pas se laisser abattre ou intimider ou insulter par un auteur et pas hésiter à y aller en retour si c'est justifié, s'il y a une raison particulière de le faire, si on estime que c'est justifié ou que voilà on y croit assez. Donc ça fait partie en fait autant savoir encaisser les coups, il faut savoir encaisser. Si on est un fragile, non seulement on sera un mauvais auteur, un mauvais débatteur, mais en plus on sera un mauvais encaisseur de coups. Si on est un gros fragile et qu'on se recroqueville et qu'on pleure dès qu'on reçoit un coup, ça ne va pas le faire. On ne sera pas un bon intellectuel sur la tribune et on ira pleurer dans les jupons de sa mère au moindre coup. C'est pas possible ça. Il faut savoir les encaisser les coups. Il faut savoir être plus fort que ça. Il faut savoir se prendre des baffes littéraires. Et du coup, voilà, dans le monde intellectuel, c'est vraiment force et honneur, quoi, hein. C'est vraiment courage et force. Courage, force et honneur. Oui, voilà, on ne peut pas se lancer là-dedans en étant un petit fragile, en croyant pas à ce qu'on raconte, en s'excusant d'être là, en se laissant intimider par des grands auteurs parce qu'on est trop tétanisé par le respect. Il faut vraiment désacraliser les textes à un moment donné, à la fois les respecter pour ce qu'ils sont, on sait quand même à qui on s'adresse, mais en même temps, la discussion continue.
Et vous voyez, ça aussi, la littérature peut en mourir de ça. Si on décide que, ah bah non, on va pas riposter, parce que c'est quand même c'est Stendhal, ah bah non, bah là quand même c'est Baudelaire, ah bah non, bah là quand même là c'est Victor Hugo, ah bah non, là quand même c'est Sartre, bah en fait, l'histoire littéraire s'arrête. Si plus personne ne vient, comme en science, contester une théorie tout en respectant, on peut très bien contester Einstein tout en le respectant, dire Einstein a été génial à son époque, Galilée a été génial à son époque, Newton a été génial à son époque, mais voilà, la science avance, on a fait une nouvelle découverte qui remet en question Newton, qui remet en question Einstein en partie, qui prolonge leur théorie. C'est ça la science, c'est pour ça que la science progresse. Et l'art, la littérature, s'il ne progresse plus, si on a une impression d'inertie, c'est qu'on ne va pas assez se fighter avec les textes, on ne va pas assez les contester, les chercher là où ils sont, les remettre en question, continuer les choses. Il ne faut pas hésiter à le faire. Donc le fight continue, la bataille continue. Et pour ça, du coup, il faut savoir et encaisser les coups, et bien sûr les rendre éventuellement, et en donner de nouveaux. Et voilà, donc pour cela, du coup, on est vraiment dans le sport de combat, avec ses coups donnés, ses coups reçus, savoir les donner, savoir les recevoir, avec éventuellement ses arbitres, son public, ses supporters, qui eux-mêmes se fightent entre eux, et avec en même temps une espèce de déontologie, ou en tout cas des limites comme ça, en quelque sorte, d'honneur et de décence, qui font un peu les règles du jeu, et qui se règlent éventuellement là aussi, en fait, voilà, d'homme à homme, hein, au sens avec un grand H, hein, voilà, donc d'être humain à être humain, avec honneur. Mais en tout cas, il y a aussi effectivement des haines, il y a des haines, il y a des antagonismes, il y a des gens simplement qui ne peuvent pas se piffrer, ça peut arriver, du coup, qui se balancent des scuds, hein, des tacles, ça fait partie du jeu, les écrivains sont toujours détestés les uns les autres, il y a toujours eu des rivalités, autant qu'il y a eu des amitiés, il y a eu aussi des grosses rivalités, des haines, il y a des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan du caractère ou des valeurs et des mœurs. Et voilà, bah, c'est pas grave. Donc en fait, là aussi, c'est pas grave de se détester, d'avoir des ennemis, de s'en faire. L'ennemi, c'est aussi très simple d'avoir des ennemis, de se situer dans quel camp on est, dans quelle famille on est, donc qui sont les rivaux, le camp ennemi, la famille adverse, et, euh, et de se positionner dans tout ça, et la dynamique que ça crée, c'est très très sain. C'est très vertueux pour les idées, très revigorant. Et donc voilà, c'est une très bonne chose. Donc voilà pour cette notion de la littérature, ou même plus généralement l'art, les sciences humaines, la philosophie sont un sport de combat, tout comme la sociologie, hein, comme disait Bourdieu, donc c'est inclus dedans. Oui, tout ça c'est un sport de combat, aussi bien sur un plan, ça donne des armes pour se défendre, pour se renforcer, ça donne aussi des armes pour attaquer, pour pouvoir rendre coup pour coup, et les convictions que ça implique, les différends que ça implique, les incompatibilités de caractère, d'humeur, de mœurs, d'idées, de systèmes que ça implique, force au conflit, au combat, à une forme de violence du langage, qui ne veut pas dire que les gens qui sont à l'initiative de cette violence ou de ce langage sont des gens mauvais. Il ne faut pas confondre parfois comment la, la capacité en fait des auteurs à être vifs avec leur méchanceté intrinsèque. Il y a plein de gens qui étaient des vrais bisounours, et qui étaient au fond de gros hypocrites et des gens pas si bien que ça, et en plus qui ne combattaient pas en fait assez le mal en fait, hein, qui était au service du bien, mais tellement en fait qu'ils n'attaquaient pas de front ce qui n'allait vraiment pas, et des gens qui étaient courageux, qui passaient pour des méchants parce qu'ils avaient eu tel mot, parce qu'ils avaient ce fiel, et ils passaient injustement pour des méchants, alors que dans la vraie vie c'était des gens très bien, qui avaient certes leur caractère, mais qui étaient des gens de valeur, de principe, d'honneur, et qui ont attaqué le mal au collet, quoi, qui l'ont pris par le col, et qui se sont vraiment confrontés à lui de front. Et donc voilà, c'est des gens à la rigueur qui passaient pour les méchants de l'histoire, mais qui en fait étaient finalement et plus courageux, et plus déterminés, et aussi du coup qui vraiment moins prenaient position et se battaient vraiment. Donc voilà, donc c'est vrai que après voilà, c'est normal d'avoir des écoles, d'avoir des camps, de prendre position. Et voilà, contrairement à l'idée reçue, non, les sciences humaines, la philosophie, l'art, ce n'est pas le monde des bisounours, c'est pas le monde des gros gentils, c'est pas un monde naïf, pacifiste, voilà, où on se fait juste des rondes de bouche, des politesses, des tendresses. C'est pas cette figure du sage érigée, un peu créée par le stoïcien, entre autres par Sénèque, hein, dans le De Ira, hein, le grand traité de Sénèque anti-colère, qui a fait date, qui a fait un peu de dégâts aussi, hein, parce qu'il a un peu forgé l'image stéréotypée du sage, qui ne s'énerve jamais, hein, vous savez, c'est un petit peu presque la caricature, vous savez, qu'on peut voir dans La Chèvre avec le personnage de Perrin, voilà, comment un homme m'attaque, je ne m'énerve jamais, je ne réponds pas. Voilà, et puis l'autre continue à le provoquer, il fait vous avez de la chance, vous avez de la chance. J'ai atteint un stade de contrôle absolu, parce que justement, il fait du sport de combat, vous voyez, un Perrin se réclame de faire du sport de combat, et que du coup, on se bat pas hors du tatami, hein, et que du coup, voilà, vous avez de la chance.
J'ai atteint un total contrôle là de moi-même. Désolé pour cette démonstration de force, mais je déteste qu'on me marche sur les pieds. Voilà, bon, n'empêche que le gars, il s'est complètement laissé insulter, puis il a rien fait du tout, quoi. Non, c'est pas ça. C'est savoir éventuellement riposter, se battre, voilà. Et, euh, et donc oui, aller au fond. Vous voyez, comme quoi le courage, quand on parle de courage intellectuel, le courage, c'est pas seulement le courage sur le front, le courage physique de taper, enfin voilà, de se battre s'il le faut, de défendre quelqu'un, ou d'aller à la guerre. C'est aussi le courage intellectuel. C'est pour ça qu'on parle de courage intellectuel. Le courage de peut-être se compromettre, de peut-être se ridiculiser, mais de peut-être voilà aussi de se prendre un coup en retour, de se faire peut-être à son tour rosser. Donc on sait les conséquences qu'il peut y avoir à prendre une position intellectuelle, mais si vraiment on croit en ce qu'on dit, on croit en ce qu'on pense, eh bien on est prêt à prendre un risque, à risquer sa vie sociale éventuellement, mais sa vie ou sa carrière pour ça. On prend des risques et du coup on s'engage et on prend des risques. Et donc en fait on fait preuve de courage intellectuel. Émile Zola quand il fait J'accuse, eh bien, il fait preuve de courage intellectuel parce qu'il prend une position qui peut compromettre sa carrière. À certains niveaux, ça va, il est déjà bien installé sa carrière. Au pire, bon, oui, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a des moments de la vie où il est plus courageux que d'autres de s'exprimer. Hein, donc, effectivement, si on s'exprime quand on s'est bien mis à l'abri, etc., et que tout ce temps on s'est tu, ça peut poser question. Mais quand on a beaucoup à perdre et que cependant, au nom d'idées, de valeurs, de principes, on prend la parole, quitte à y laisser des plumes, voilà, etc., voir sa carrière, eh bien, on fait preuve de courage intellectuel. Et la vie intellectuelle, la vie artistique, la vie philosophique a existé, a pu être dynamique, en bonne santé, fonctionner grâce à des gens comme ça, grâce à des gens d'une telle conviction. Donc, du coup, c'est très sain, c'est très bénéfique pour la vie littéraire et intellectuelle. Il ne faut pas, du coup, s'en désoler, il faut s'en réjouir, s'en féliciter quand ça existe, et quand ça n'existe plus, du coup, espérer que ça revienne parce que c'est un signe de bonne santé et c'est que du bon. Voilà, donc bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, je crois que je n'oublie rien, j'espère en tout cas. Voilà, il me semble avoir fait le tour. Alors, puisque ce podcast s'appelait La littérature est un sport de combat, j'aurais peut-être pu, ou j'aurais peut-être dû, et ça étonnera peut-être certains que je ne l'ai pas fait, évoquer les intellectuels, les écrivains, dans des contextes de vrais combats. Alors non plus hein, de querelles, on se dispute, on se fout un peu sur la gueule, on se malmène, on fait des duels, mais vraiment de combats plus historiques, plus généraux, hein, que sont par exemple les guerres, hein, les conflits mondiaux. Il y en a eu quand même deux hein, importants au début du XXe siècle. Donc bah, les écrivains, ceux de l'époque, ont été impliqués là-dedans, plus ou moins. En tout cas, forcément, ils étaient pris dans ce contexte. Et voilà, j'aurais pu quand même faire un détour par cet aspect-là, parler des écrivains au combat, alors soit ceux qui ne pouvaient pas aller se battre, qui restaient à l'arrière, comme Proust, qui ne pouvait pas, qui n'était pas apte physiquement à aller à la guerre, mais qui disait à sa servante Céleste Albaret, Céleste, les soldats font leur devoir, hein, ils se battent sur le front. Moi, mon devoir, c'est de d'écrire mon œuvre, et donc bah, je dois, moi, bah, faire mon devoir aussi. Et résultat, il est mort dans son lit, hein, sur là où il travaillait, là où il écrivait, et peu après avoir mis le mot fin, donc on peut dire il s'est battu jusqu'au bout, et qu'une fois le combat achevé, eh bien voilà, le corps a lâché. Mais on peut aussi parler des écrivains qui étaient sur le front, hein, Première Guerre mondiale. Hein, Alain Fournier, qui est mort les premiers jours de la Première Guerre mondiale, hein, Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. On peut parler d'Apollinaire aussi. Voilà, bon, bah, Maurice Genevoix, qui est carrément maintenant au Panthéon, hein, qui est un des auteurs qui a le plus écrit sur la Première Guerre mondiale. Bon, il y a pas mal d'écrivains qui n'ont pas forcément participé à la Première Guerre mondiale. Et puis quant à la seconde, elle est plus problématique encore parce que là, la notion de combat prend une tournure à nouveau beaucoup plus intellectuelle, on va dire, politique, que concrète, guerrière, voilà, physique. Là, on pourrait parler de la résistance. Hein. Et donc là, sujet épineux et vaste, alors que je n'ai pas évoqué, pourtant, qui est intéressant et pertinent, parce qu'on a beaucoup parlé de courage intellectuel durant ce podcast, hein, avoir le courage, porter ses couilles, etc. C'est l'époque de l'occupation, l'époque de la résistance, hein, l'occupation comment, allemande et tout, durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, bah, qui a fait quoi quelles ont été les prises de position des écrivains, comment ils ont réagi à cette occupation-là. Est-ce qu'ils se sont opposés aux nazis? Est-ce qu'ils ont maintenu leurs convictions? Ou risquent de se faire arrêter ou tuer? J'ai pas évoqué cet aspect-là, déjà parce que pour moi, on passe quasiment dans autre chose, dans une autre dimension, parce que le sujet est vaste, complexe et délicat, mais aussi, là je dois vous avouer, parce que je ne le maîtrise pas assez. Je connais pas. Je ne vous cache pas que je ne connais pas assez. Je peux pas partir dans un exposé approfondi, pertinent, précis, documenté sur ça. Là, je ne connais pas assez.
Je vous dirais des généralités. On connaît hein, des écrivains associés plus ou moins à la collaboration. Hein. On connaît Brasillac, on connaît Drieux-La Rochelle. Ça, ce sont des noms très connotés maintenant, hein, qui sentent un peu le soufre parce que c'est des écrivains qui ont maintenant une réputation complètement entachée par ça, qui sont associés à la collaboration. On connaît aussi Céline, alors là c'est plus Bagatelle pour un massacre, etc. Donc là des écrits très durs, très antisémites, etc. Donc j'aurais pu parler comme ça des écrivains dans des contextes où là il faut prendre position politiquement, diplomatiquement, intellectuellement, dans des contextes très très difficiles, et quel camp ils ont choisi entre guillemets, et quel camp ils ont défendu, quelle a été leur attitude. On a aussi beaucoup discuté de l'attitude de Sartre durant la Seconde Guerre mondiale, comme quoi lui qui parfois pouvait être grande gueule, on ne l'a pas trop entendu contre les Allemands, contre le nazisme. Bon voilà, c'est un vaste sujet, un peu polémique d'ailleurs, hein, forcément, dès qu'on s'attaque à tout ça. Donc voilà, volontairement, j'en ai pas parlé. Et en plus, sur le coup, j'y ai pas pensé, j'avoue. Mais voilà, c'est pas un regret de ne pas en avoir parlé parce que, encore une fois, je ne suis pas assez qualifié. Et ça demande d'être qualifié parce que le sujet est, entre guillemets, trop grave pour cela. Mais c'est vrai que oui, ça aurait pu être inclus dedans. Après tout, là on était vraiment dans le combat par excellence. Là, dans des moments aussi graves, critiques, parce que entre guillemets, c'est facile d'être courageux en temps de paix, certains diraient. Hein. Être courageux en temps de paix, c'est facile, c'est donné à tout le monde. La question, c'est d'être courageux en temps de guerre. Là, on était en temps de guerre. Qui a été courageux, qui ne l'a pas été? Mais vous savez que le courage, en plus, c'est toujours une question un peu de point de vue, parce que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et que ensuite, du coup, c'est a posteriori qu'on sait ce qui était, soi-disant, le bon camp ou le mauvais camp, ce qui était le courage ou pas le courage. Donc là, en fait, c'est ambivalent parce que ces personnes, dans un contexte précis, dans le présent, n'ont pas été très courageuses, on pourrait dire, parce qu'elles sont allées dans le sens du vent qui tournait à ce moment-là. Il était mieux pour sa propre vie de faire genre qu'on ne s'opposait pas trop aux Allemands, parce que ça évitait d'avoir des ennuis. Mais en même temps aussi, reste que du coup, ils s'impliquent dans le combat quand même, parce que du coup, ils écrivent des choses noir sur blanc, ils font des brûlots, des pamphlets, des tribunes, et ils s'impliquent. Voilà. Et en plus, il le paie cher par la suite. Donc il y a quand même une prise de position. Donc de là à parler de courage, hein, là tout est relatif. Donc je ne m'enfoncerai pas là-dedans parce que sujet très touchy, très délicat, que je ne maîtrise pas assez. Je ne connais pas assez bien cette période-là, je ne suis pas spécialisé. Mais bon, effectivement, ça pourrait presque être un second tome à ce podcast, si j'étais plus documenté sur le sujet, de questionner les écrivains au combat, les intellectuels au combat, mais dans des moments où il s'agit de véritables combats. On est vraiment dans une vraie guerre, dans un vrai conflit. Et parfois avec une guerre idéologique, hein, on pourrait aussi parler de la guerre froide, hein, avec en plus le communisme. Alors on sait en plus que beaucoup d'artistes et d'intellectuels se sont engagés dans le communisme, hein, Sartre et Beauvoir parmi les plus connus, hein, les compagnons, etc. On sait aussi même qu'au cinéma, hein, Jean-Luc Godard, hein, il y a le film de Michel Hazanavicius qui s'appelle le Redoutable. Je vous le conseille, il est assez amusant ce film, mais qui raconte comment Jean-Luc Godard s'est barré dans le délire révolution maoïste, etc. Et là, on a des gens en fait qui ont voulu faire de leur art, de leur création, un combat idéologique au nom d'un modèle, d'un idéal politique, etc. Quitte à passer à côté de leur propre talent, leur propre art, en fait, à saboter leur œuvre, hein, leur carrière, leur talent. Parce que en fait ils se mettent à tout confondre, ils se mettent à confondre la politique et l'art. Hein. Là, ils n'ont pas retenu les leçons de Baudelaire, hein. Pourtant Baudelaire avait été très clair là-dessus. Voilà, donc bref, je ne m'attarde pas davantage là-dessus, c'était juste pour la précision, voire même ce qu'on appelle l'ouverture, encore une fois, vous voyez, encore une manie de dissertation. On finit une dissertation, en conclusion, on finit par une ouverture. Hein. On ouvre la dissertation sur un autre sujet. On montre qu'en fait, on pourrait prolonger la réflexion encore sur d'autres aspects. C'est chose faite. On peut conclure pour de bon et rendre l'antenne en paix. Donc, je vais vous remercier d'avoir écouté ce podcast qui revenait sur une petite idée reçue autour de l'art et de la littérature qui me tenait à cœur. Et croyez-moi, du coup, qui donne des textes très jubilatoires à lire, très marrants à lire, qui défoulent, qui cognent, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, écoutez, en espérant que ça vous inspire, peut-être intéressé, peut-être donner des envies de lecture ou même d'autres choses. Et, euh, et voilà. Donc, écoutez, en espérant aussi que je vous ai pas foutu des coups malgré moi. Au passage, mais vous savez que quand il faut en donner, j'en donne et j'hésite pas. Je suis pas quelqu'un de complaisant, de vilement flatteur, qui s'excuse de penser ce qu'il pense et puis qui a peur de blesser s'il le faut. Je dis ce que je pense. Là aussi, vous voyez, je défends mes convictions, quitte à ce que ça déplaise, qui parfois se fâcher parce que parfois, en effet, j'ai des trucs. Et donc j'essaie de vivre selon ce principe-là. De toute façon, j'ai pas besoin de me forcer parce que c'est mes convictions, c'est ma façon d'être. Et,
Et voilà, et donc, écoutez, j'espère en tout cas, malgré tout, que je vous ai quand même pas foutu un petit coup au passage, et si je vous en ai foutu un, pardon, petit bisou guérisseur, un petit pansement, tout ça, c'est bobo, c'est désolé pour le petit bobo, c'était dans le cadre de la discussion, vous inquiétez pas, après on peut aller boire un verre ou continuer à être copains, ça peut arriver qu'on se fight, comme au salon sans honte, ça fait partie voilà, du débat, mais ça n'empêche pas d'être copains, d'accord. Hein, on peut quand même être copains avec ceux qu'on fight. Et certains on peut pas être copains, et du coup, juste on les lamine, on leur casse la gueule. Voilà, bon écoutez, donc merci à vous de votre écoute en tout cas, merci à vous de votre présence, votre assiduité à ces podcasts, c'est un vrai plaisir de discuter toujours avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager, à faire un don, enfin bref, sous toute forme de façon que vous pouvez soutenir, n'hésitez pas si ça vous fait plaisir, si ça vous a plu. Puis autrement, simplement, voilà, votre écoute déjà en soi fait plaisir. Donc merci à vous. Et puis écoutez, bonne continuation dans votre vie, vos lectures et vos aventures culturelles. Et puis d'ici un prochain podcast, je vous dis à la prochaine. Salut les Happy Few!